Alors ce deuxième cours consacré à la cosmologie moderne va prendre la suite de ce qu'on a fait la dernière fois. Donc je vous rappelle qu'on s'est arrêté au niveau de Lemaître, vers 1931, à l'époque où Lemaître propose un modèle d'univers dans lequel il y a un début. En fait, voilà, l'univers commence avec ce qu'il appelle l'atome primordial, et c'est l'évolution de cet atome primordial, la désintégration de cet atome primordial, qui donne naissance à l'expansion et puis qui permet d'expliquer tout un tas de choses dans la suite de l'histoire de l'univers. J'y reviendrai un tout petit peu ça sur la fin de la présentation d'aujourd'hui. Là, ce qui va m'intéresser, c'est justement précisément comment cette idée d'âge de l'univers a évolué au cours du temps. Et je vais m'intéresser à ce qu'on appelle les modèles du Big Bang. Alors le mot Big Bang, il faut faire un petit peu attention, il a plusieurs significations, plusieurs emplois. Comme on va le voir dans certains modèles cosmologiques, on peut avoir une sorte d'événement initial, voilà, là ce par quoi tout commence, paf, et c'est ça qu'on peut appeler des fois le Big Bang, c'est l'événement initial. Pour les cosmologistes, le mot Big Bang, il a plutôt un autre sens, un peu plus général. C'est l'ensemble des modèles qui évoluent à partir d'un état très dense et très chaud. Et en fait, c'est toute l'évolution de l'univers. Le modèle du Big Bang, c'est l'étude de toutes les phases de plus en plus froides et de moins en moins denses par lesquelles serait passé notre univers. Voilà. Et c'est dans ce sens-là que je vais parler de modèle du Big Bang. Alors, je le dis tout de suite, c'est un peu anachronique. Le terme Big Bang lui-même va venir bien plus tard que l'histoire que je raconte là, mais ça je le dirai tout à l'heure. Mais il pourra m'arriver de laisser échapper ce mot Big Bang, donc ça voudra dire ça. Bon. Alors, l'idée que l'univers puisse avoir un début, ou en tout cas un âge, elle est assez ancienne finalement, et on trouve dès le 19e siècle des discussions sur effectivement le fait que l'univers ne peut pas être éternel. Et je vais passer un petit peu de temps à vous décrire ça. Alors, je ne les ai pas amenés. Bon. Alors je vais m'appuyer sur le bouquin que je vous ai déjà présenté, La Conception of Cosmos de Helge Krag, qui est vraiment, vraiment, vraiment super. Voilà, à chaque fois je dis du bien de cet auteur, mais ce livre contient vraiment beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes, même très nouvelles pour quelqu'un qui fait de la cosmologie comme moi. Bon, bref. Donc ça remonte au 19e siècle, cette idée d'un univers qui ne serait pas éternel, et c'est lié à des questions de thermodynamique, plus précisément c'est lié à l'entropie. Alors je ne vais pas faire un cours du tout de thermodynamique ici, ni expliquer en détail ce qu'est l'entropie. J'ai besoin d'en dire un ou deux mots quand même pour que ceux qui ne savent pas vraiment puissent suivre, mais je vous invite pour ça à vraiment aller voir des documents liés à la thermodynamique. Alors ce qu'on appelle l'entropie, c'est une grandeur qui est liée au deuxième principe de la thermodynamique. Donc la thermodynamique, c'est la partie de la science qui s'intéresse à la chaleur et aux échanges de chaleur, en gros. Il y a plusieurs principes. Le premier, c'est que l'énergie est quelque chose qui est conservé. Voilà. L'énergie ne peut pas être perdue ni gagnée, elle est forcément échangée entre deux systèmes ou transformée d'une forme en une autre. Bon. Et le deuxième principe est beaucoup plus subtil, en fait, c'est un principe d'évolution, il indique comment est-ce que l'énergie, au cours du temps, se répartit entre les différentes parties d'un système. Par exemple, une manière simple d'exprimer ce deuxième principe, c'est de dire, voilà, si je prends un bloc de métal chaud, un bloc de métal froid et que je les mets ensemble, ce qui va se passer spontanément, si je ne fais rien d'autre que les mettre ensemble, c'est que le corps chaud va se refroidir aux dépens du corps froid qui, lui, va se réchauffer. Donc on a quelque chose qui a été échangé entre les deux, et ça va se terminer par un état où tous les deux seront tièdes. Voilà. Et à partir de ce moment où cet état d'équilibre, on appelle ça, sera atteint, le système ne va plus évoluer du tout. Donc voilà la manière dont c'est exprimé par exemple par William Thomson en 1852. William Thomson, je ne sais pas si vous connaissez son nom. En fait, il a deux noms. Il est connu un peu comme Superman sous deux noms. Ça, c'est son nom de Clark Kent, William Thomson. Mais il est surtout connu sous le nom de Lord Kelvin. Il a été anobli, en fait, un moment plus tard. Et du coup, il s'appelait Lord Kelvin. Bon, donc, c'est le Kelvin de l'unité de température et tout ça. Bon. Donc, et lui, il dit en 1852, voilà, il y a aujourd'hui dans le monde matériel une tendance universelle à la dissipation de l'énergie mécanique. Tout à l'heure, j'ai parlé de chaleur qui allait du chaud vers le froid. C'est pareil pour l'énergie mécanique. Elle a tendance aussi à se dissiper, c'est-à-dire à se répartir de manière uniforme dans toutes les parties des systèmes qu'on considère. Et il dit aussi, et là c'est plus lié à ce qui m'intéresse ici en cosmologie, il dit, dans une période finie dans le passé, la Terre doit avoir été, et pendant une période finie à venir, la Terre sera de nouveau inhabitable, impropre à l'habitation pour l'homme tel qu'il est constitué actuellement, à moins que des opérations
n'aient été ou ne seront, qui soit impossible suivant les lois dont on sait que le monde matériel marche aujourd'hui. Alors ma phrase n'est pas du tout française, ma traduction est super nulle, donc je vais paraphraser. Donc il dit, si on considère que le monde est régi par les lois qu'on connaît aujourd'hui, et ben dans ce cas, la Terre est quelque chose qui évolue par ces lois, et nécessairement dans le passé, elle devait être très différente, dans le futur, elle sera très différente, et d'une manière qui la rend impropre à l'habitation. Bon, ça c'est juste le fait que voilà, on est dans un monde qui évolue, un univers qui évolue, et donc Thomson applique ça à l'échelle de la Terre, mais on va voir que ça peut même s'appliquer à l'échelle de l'univers. Et ça va être, c'est ce qu'on va appeler le concept de mort thermique, le fait que l'évolution de l'univers dans son ensemble conduit à quelque chose de catastrophique ou de terrible, qui s'appelle la mort thermique. Et donc je vais ici citer Rudolf Clausius, et alors il va parler du mot entropie là, donc je vais quand même le mentionner. J'ai parlé tout à l'heure de deuxième principe de la thermodynamique, ou un principe d'évolution. Au-delà des mots, en fait, on peut mettre des quantités physiques derrière ça. Il y a une quantité qui s'appelle l'entropie, dont la valeur détermine la capacité d'un système à évoluer encore plus. Et ce que dit le deuxième principe, c'est que cette entropie ne peut qu'augmenter au cours du temps. Tout à l'heure, dans ma situation où j'avais un bloc chaud, un bloc froid, l'ensemble de ces deux corps a une entropie relativement faible. Quand on calcule cette quantité, l'entropie, une fois que le tout est tiède, que ça s'est thermalisé, on trouve que l'entropie est plus grande qu'avant. C'est quelque chose qui a augmenté. Et du coup, ce qu'on appelle l'état d'équilibre, l'état dans lequel ça n'évolue plus, c'est l'état dans lequel l'entropie a atteint sa valeur maximum possible. Bon. Et alors voilà ce que dit Rudolf Clausius en 1868. Plus l'univers s'approche de cet état limite dans lequel l'entropie est maximale, donc l'état d'équilibre, plus les occasions de variation de cette entropie se font rares, et en supposant que cet état est finalement totalement atteint, aucun changement ne peut alors avoir lieu, et cet univers se trouverait dans un état de mort permanente, ce qui sera appelé plus tard la mort thermique. Donc ce qu'entrevoit ici Clausius, c'est un univers qui se serait totalement tiédi. Voilà. Aujourd'hui, il y a des étoiles chaudes, il y a la Terre qui est plutôt froide, paf, et tout ça, au bout d'un moment, ça risque de se thermaliser et de faire un univers qui est dans l'ensemble tiède. On n'en est pas là aujourd'hui, mais dans le futur, c'est ce qui risque de se passer, et c'est ce qu'on appelle la mort thermique. On risque d'arriver dans un état où il ne se passera plus rien. Alors, ça dit quelque chose, cette idée d'évolution là et d'entropie qui ne fait qu'augmenter, elle dit aussi quelque chose sur le passé de notre univers. Et voilà ce que dit Adolphe Fick en 1869. Donc il dit, ou bien nous sommes passés à côté de points très importants au cours de nos grandes abstractions scientifiques les plus générales et les plus fondamentales, ou bien, si ces abstractions sont strictement et universellement valides, là en gros il dit, voilà, si la physique qu'on connaît c'est effectivement la bonne, alors le monde ne peut pas avoir existé pendant une éternité, mais doit s'être mis à exister à un instant qui n'est pas infiniment éloigné d'aujourd'hui, lors d'un événement qui ne peut pas être compris comme prenant part à l'enchaînement du cours naturel des choses. Dit autrement, un acte créatif doit avoir lieu. Alors il y a plusieurs choses qui se mêlent ici dans cette affirmation. D'une part, il y a le fait que, je vais encore paraphraser là, il dit si l'entropie ne fait qu'augmenter, ça veut dire qu'avant elle était plus faible, et si on remonte dans le passé, on tombe sur des valeurs de l'entropie de plus en plus faibles, et on peut s'imaginer qu'on arrive comme ça, à un moment on bute contre une valeur de l'entropie qui est minimale. En fait, l'entropie c'est une grandeur qui est forcément positive, donc à force de diminuer, on atteint l'entropie nulle, et avant ça, il n'y a pas d'état physique qui peut avoir mené à cet instant initial, entre guillemets. Bon. Donc ça, c'est un argument qui relève de la logique, finalement. Voilà. Et il y a un autre argument, donc du coup, un autre point en tout cas, il dit qu'il y a un acte créatif qui doit avoir lieu. Donc cet univers d'entropie minimale doit avoir été créé à un moment donné. Alors ça, c'est son opinion à lui. Le mot création, il est assez fort. Ça a une certaine résonance avec la religion. Bon, c'est pas totalement étranger probablement à la pensée de Fick. Et ce mot création là, il va vraiment conduire à des blocages dans les discussions de cosmologie, parce que certains scientifiques vont refuser d'employer ce mot-là, qui ne leur semble justement pas scientifique. Alors je vais vous présenter plusieurs extraits comme ça, plusieurs citations de gens au fil des âges, au fil en fait du 19e siècle, où des gens reprennent un petit peu cette idée à leur compte. Je vais vous parler ici de Peter Tate. Alors je ne pense pas que vous connaissiez le nom de Peter Tate, il n'est pas forcément très connu en physique, enfin il devrait l'être un peu, mais il ne l'est pas. J'ai mis ici son image, déjà il fait un peu peur, mais bon, peu importe. Et j'ai mis là-bas un des symboles pour lequel il est connu, c'est le symbole du nabla, qui sert à exprimer en analyse vectorielle le rotationnel, la divergence et le gradient. Et c'est une des personnes qui a proposé d'appeler ce truc-là nabla. C'est pour ça que je l'ai mis ici. Bon.
C'est quelqu'un qui a joué un rôle important dans la formalisation de l'électromagnétique sous la forme des lois que vous connaissez maintenant avec des opérateurs vectoriels. Quand Maxwell a écrit les équations de Maxwell donc, sur l'électromagnétisme, il l'a fait avec des notions mathématiques qui n'étaient pas du tout celles qu'on emploie aujourd'hui. Et c'est Peter Tate qui a contribué à faire ça, à l'écrire sous la forme moderne. C'est pas pour ça que je vais vous en parler, là je vous présente le personnage, mais c'est cette citation-là qui m'intéresse ici. Donc voilà ce que dit Peter Tate en 1871. L'ordre actuel des choses n'a pas évolué pendant un temps infini dans le passé, en suivant les lois qui sont aujourd'hui à l'œuvre, mais elles doivent avoir eu un début bien déterminé, un état au-delà duquel nous sommes totalement incapables de pénétrer, un état en fait qui doit avoir été produit par autre chose que les causes qui agissent aujourd'hui. Ça ressemble un petit peu à ce qui a été dit tout à l'heure, à la citation précédente. Pour Peter Tate, lui, c'est vraiment très explicite, très clair. Cette autre cause-là, ce truc en plus qu'on doit invoquer, c'est Dieu, en fait. Donc Tate, il fait partie d'un cercle de physiciens qui sont ostensiblement chrétiens, attachés à ça. Et pour lui, donc, il met vraiment la religion là-dedans à ce moment-là. Un argument un peu différent sur tout ça va être apporté par Ludwig Boltzmann. Donc lui, vous connaissez son nom, c'est sûr, c'est vraiment un des grands noms de la thermodynamique et de la physique statistique. En gros, lui, il a inventé la physique statistique. C'est la science, ça, qui consiste à étudier la matière comme des ensembles de molécules, je vais le dire de manière un peu simple et naïve, mais voilà, si la matière est faite de molécules et qu'on étudie, on applique les lois de la mécanique à ces molécules, on s'aperçoit qu'en regardant les systèmes de loin, en faisant des moyennes sur les vitesses, les énergies et tout ça des molécules individuelles, on peut retrouver les lois de la thermodynamique, en fait. Donc il a réussi à interpréter la thermodynamique par une approche microscopique. Bon. Ce n'est pas la seule chose qu'il a fait plein de trucs Boltzmann, mais c'est pour ça qu'il va nous intéresser ici. Voilà la tombe de Boltzmann, et voilà, c'est pas pour ajouter une note de tristesse à l'exposé que je vous montre ça, mais c'est parce qu'elle a quand même une caractéristique assez forte, c'est que voilà, l'épitaphe, c'est la formule qui est là-haut, S égale K fois log de W, où S, ça désigne l'entropie, K, c'est une constante qui porte aujourd'hui le nom de constante de Boltzmann, log, c'est le logarithme habituel, et W, c'est un nombre qu'on appelle le nombre de complexion, voilà. Et cette formule, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle exprime l'entropie en fonction de grandeur microscopique. Je le dis juste en deux mots. Quand on a un système dans un état macroscopique, il y a tout un tas d'états microscopiques qui correspondent à ça. Si j'ai 1 litre d'air à une pression de 1 bar, voilà, avec une température donnée dans un volume donné, et bien, il y a tout un tas de configurations microscopiques qui donneraient ce même état macroscopique. Le W qui est ici, en gros, représente ce nombre-là. Et l'entropie, elle est liée finalement au nombre d'états microscopiques qui correspondent à un état macroscopique. Et ça, c'est Boltzmann qui l'a vraiment montré. Donc voilà, il a cette formule-là, du coup, sur sa tombe. Donc il a interprété de manière statistique l'entropie, et alors ça, du coup, c'est important, enfin, ça joue un rôle dans ce que je veux vous raconter ici, parce que Boltzmann s'intéresse à ce problème du fait qu'on vit dans un univers finalement de basse entropie, donc qui est susceptible d'évoluer, mais Boltzmann ne voit pas forcément ça comme un argument pour dire qu'on vit dans un univers qui a un passé fini. Et son argument, c'est le suivant. Il sait, Boltzmann, parce qu'il l'a montré, que dans un système à l'équilibre thermodynamique, on a toujours des fluctuations. Voilà. Ce n'est pas absolument homogène. Nécessairement, d'après les lois de la thermodynamique, on doit avoir des fluctuations. Bon. En gros, si vous avez un truc à température homogène, si vous allez voir un petit bout suffisamment petit et que vous l'observez pendant longtemps, vous avez une certaine chance de voir que tiens, ça va devenir plus chaud pendant un petit moment, puis ça va redevenir à température ambiante. Voilà. Il y a des fluctuations comme ça de température qui peuvent avoir lieu. Et c'est vrai pour toutes les grandeurs thermodynamiques. Donc c'est vrai aussi pour l'entropie. Donc son raisonnement, c'est le suivant. Si on considère l'univers dans son ensemble, et qu'on en prend une petite partie, un petit volume, voilà, on imagine par la pensée, on isole par la pensée une petite partie de l'univers. L'univers au total ayant une certaine entropie, par exemple l'entropie maximale correspondant à l'état d'équilibre, il n'est pas exclu que cette petite partie de l'univers qu'on a isolée mentalement ait une entropie qui soit plus faible que la moyenne. Voilà, une fluctuation vers le bas, une fluctuation négative, on va dire, avec une entropie qui est plus faible que le reste, et éventuellement une entropie qui est très différente de celle de son ensemble. En fait, il y a une certaine probabilité, ça se calcule, qu'une partie de l'univers donné ait une entropie plus faible que la moyenne. Et du coup, Boltzmann se dit, voilà, nous, on a peut-être un univers qui est énorme, et nous, on vit dans une sorte de bulle dans lequel, par hasard, il se trouve que l'entropie est plus faible qu'à son alentour. Donc effectivement, on va évoluer vers une mort thermique, mais ça ne veut pas dire que dans le passé, l'univers a existé pendant un temps fini.
Alors cet argument, il faut vraiment que l'univers soit très grand pour qu'il ait de la valeur, parce qu'on est vraiment dans un monde qui a une entropie très 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 faible, donc la probabilité que cette fluctuation arrive dans un milieu à l'équilibre, elle est extrêmement faible. Mais en fait, si on réfléchit bien, si l'univers est infini, ben c'est absolument sûr que ça arrive, ça. Ça, c'est un des paradoxes de l'infinitude de l'univers. Si vous avez un processus qui est extrêmement rare, très 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 rare dans l'univers, si l'univers est infini, ben ça va forcément arriver quelque part. Voilà. Ça, c'est les lois de la probabilité appliquées à un ensemble, un ensemble infini. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. En gros, tout ce qui n'est pas interdit est forcé d'arriver dans un univers infini. Et donc, si l'univers est infini, effectivement, nécessairement, il y a quelque part, et même à plusieurs endroits, et même si on y réfléchit bien, à une infinité d'endroits, il y a des sous-univers qui ont notre entropie à nous. Voilà. Alors ça, je le mentionne parce que ça va être repris un petit peu après, sous une forme différente, mais vous pourrez chercher notamment la notion de multivers sur Wikipédia. C'est pas si éloigné que ça dans l'esprit. Hein. Ça, j'en parlerai lors du dernier cours des multivers. Et donc voilà comment le dit Boltzmann, parce que là je vous ai raconté l'histoire à ma sauce, mais il en parle mieux que moi du coup. Voilà ce qu'il dit en 1895. Pouvons-nous imaginer, d'un autre côté, combien notre monde est une petite partie de l'univers tout entier? En supposant l'univers suffisamment grand, la probabilité qu'une partie aussi petite que notre monde soit dans son état actuel n'est plus si infime. Si cette hypothèse est correcte, notre monde retournerait de plus en plus vers l'équilibre thermique. Mais comme l'univers est si grand, il pourrait être probable que dans le futur, un autre monde puisse dévier aussi loin de l'équilibre thermique que l'est notre monde aujourd'hui. Voilà. Et enfin, je termine ce petit voyage jalonné de citations par James Jeans en 1928. Donc James Jeans, c'est un physicien astronome qui, jusqu'en 1928, lui, continue à exposer des idées de ce type-là. Et voilà ce qu'il dit donc, en 1928. Le hit, c'est l'univers. L'univers doit avoir commencé à exister à un instant donné qui n'est pas infiniment éloigné. Et ceci nous amène à supposer un événement bien distinct, une série d'événements ou un processus continu de création de matière. Voilà. Donc pour lui, cet événement qui est situé à un temps fini dans le passé, est associé à un moment donné à la création de matière. Et là, je le mentionne parce que c'est quelque chose qui va aussi réapparaître, la notion de création de matière, tout au long du XXe siècle, quand on parle de cosmologie, notamment quand je parlerai de la théorie de l'univers stationnaire un petit peu plus tard. Voilà, c'est vraiment quelque chose, la création de matière, qui a été envisagée à plusieurs reprises, donc en voilà une. Et alors, James Jeans va un peu plus loin, donc il dit, si on veut une image concrète de ça, on peut penser au doigt de Dieu qui agite l'éther. Et effectivement, pour lui, il voyait la matière comme une forme d'éther qui se serait condensée, en quelque sorte, et il y aurait quelque chose qui aurait, à un moment donné, à partir de l'éther, qui est partout, formé la matière. Et cette matière peut ensuite, en se désintégrant, par exemple par la radioactivité, donner de nouveau de l'éther. Donc il avait une vision comme ça d'un univers qui se forme, puis repart à néant. Vous voyez ici encore le mot Dieu qui apparaît, Finger of God, c'est encore une affirmation assez forte. Et alors par ailleurs, James Jeans, on va en parler aussi tout à l'heure, donc je mentionne tout de suite ça. Donc il s'intéressait vraiment à ça, au passé de l'univers et à l'âge de l'univers en particulier. Et par divers arguments, il arrive à estimer l'âge de l'univers à 10 puissance 12, 10 puissance 13 ans. Ce qui est beaucoup plus grand que l'âge qu'on connaît aujourd'hui. Et il se base sur ça, sur l'étude des systèmes stellaires et la manière dont ça évolue. En fait, c'est une de ses spécialités, ça, James Jeans, la manière dont les corps évoluent et s'agglomèrent entre eux sous l'action des forces gravitationnelles. Et il s'intéresse au temps qu'il faut pour que les galaxies se forment, les étoiles se forment et tout ça. Et donc il estime ça par des arguments de mécanique à 10 puissance 12, 10 puissance 13 ans. Et ça, c'est un âge qui va rester assez longtemps sur le marché, on va dire. Ces estimations vont faire foi pendant longtemps, typiquement jusqu'aux années 1930. Voilà. Alors tout ce que j'ai mentionné avant, là, ça repose quand même sur une hypothèse assez forte. Et là, je vais dire deux mots de quelque chose qui relève plutôt de l'épistémologie ou la philosophie des sciences. Et je ne vais pas répondre à la question, mais simplement la poser. La question se pose, tout ça c'est bien joli, mais est-ce qu'on peut utiliser les lois de la physique à l'univers dans son ensemble ? Faire de la thermodynamique sur deux blocs de métal, un chaud, un froid, ça va, mais sur l'univers dans son entier, est-ce que j'ai le droit ? Il y a plusieurs raisons d'en douter.
en tout cas de penser que ça peut être problématique. La première, c'est que l'univers, il contient les observateurs, et les gens qui font les expériences, il contient les expérimentateurs. C'est un peu embêtant en physique, on a envie, quand on fait une expérience, d'avoir l'expérience qui est ici, on fait des choses là-dessus, et nous, on est à côté, on regarde. On n'est pas dedans en train de faire une mesure sur le système avec dedans la personne qui le regarde. Voilà. Bon, bah, l'univers, on est dedans, donc c'est déjà un petit peu bizarre. Ensuite, l'univers peut être infini. On ne sait pas s'il l'est, mais c'est une hypothèse. Et s'il est infini, ça pose aussi des problèmes. Quand on veut faire des discussions de nature statistique, par exemple, quand je l'ai mentionné tout à l'heure avec les bulles d'entropie minimale de Boltzmann, mais pas seulement, ça pose aussi le problème que si l'univers est infini, il y a des régions qui sont infiniment éloignées de nous et on n'y aura jamais accès, on ne verra jamais ces régions-là. Donc ça veut dire qu'on est en train de parler d'un système sur lequel on ne peut pas faire de mesures physiques. Ça peut poser un problème, s'intéresser à un système qu'on ne peut pas mesurer. Alors les avis divergent. Quelqu'un qui va répondre vraiment explicitement non à cette question, c'est Ernst Mach, quelqu'un du coup qui est vraiment à la frontière entre la philosophie et la physique. Voilà, lui dit non, on ne peut pas. Et ce genre de discussion là, donc en gros, ce que je suis en train de poser comme question, c'est la cosmologie peut-elle être une vraie science? Et ben le fait que la réponse puisse être non, ça va un petit peu peser aussi sur l'évolution de la cosmologie, sur son avancée, sur son développement. Alors, j'ai mentionné quelques arguments ici d'ordre thermodynamique qui peuvent nous indiquer que l'univers évolue. Voilà. Ce n'est pas le seul, et on s'aperçoit notamment au début du XXe siècle qu'effectivement, on est dans un univers qui évolue. Par exemple, grâce à l'étude de la radioactivité, je vais vous dire quelques mots sur ça maintenant. La radioactivité, c'est un phénomène qui a été découvert en 1896 par Henri Becquerel, qui pour ça a eu le prix Nobel de physique en 1903. Voilà, donc en gros, des corps spontanément se mettre à émettre des choses. Voilà. En 1898, Pierre et Marie Curie vont réaliser quelque chose de vraiment fondamental, c'est que c'est une propriété qui n'est pas chimique. Vous pouvez prendre par exemple de l'uranium dans un composé chimique et de l'uranium dans un autre composé chimique, ça va avoir les mêmes propriétés de radioactivité. Donc c'est pas lié à ça, c'est pas lié à la chimie. Alors on dirait aujourd'hui que c'est lié au noyau, mais ça serait totalement anachronique. En 1898, on ne savait pas que la matière était formée d'atomes qui eux-mêmes étaient constitués d'un noyau et d'électrons. Mais aujourd'hui, on interpréterait ça comme ça. Bon, en plus, ils découvrent d'autres corps radioactifs, des nouveaux, le polonium et le radium. Et pour ça, ils partagent le prix Nobel avec Becquerel en 1903. Et en 1903 aussi, Pierre Curie avec Albert Laborde fait une autre découverte qui est aussi extrêmement fondamentale, importante, à la fois pour la théorie mais pour l'utilisation de la radioactivité, c'est que les corps radioactifs dégagent de l'énergie. Voilà. Et par exemple, le radium peut faire fondre sa masse en glace en 1 heure, c'est-à-dire que si vous prenez 100 grammes de radium et vous le mettez avec 100 grammes de glace à 0 degré, paf, vous mettez ça dans un truc fermé, vous attendez 1 heure, et ben la glace a complètement fondu. Et ça vous dit ça que le radium, ça dégage vraiment beaucoup d'énergie, il faut beaucoup d'énergie pour faire fondre de la glace. Voilà. Donc la radioactivité, ça dégage de l'énergie, et puis c'est quelque chose qui n'est pas lié à la chimie. Donc ça va être quelque chose qui va être lié effectivement au noyau atomique, ce qui deviendra plutôt connu sous le nom de noyau, et du coup ça mène vers la physique nucléaire, la radioactivité, en tant que science, va se développer en physique nucléaire. Et alors, s'il y a un nom qu'on peut attacher à la naissance de la physique nucléaire, c'est vraiment celui de Ernest Rutherford, que vous connaissez peut-être par le nom d'un phénomène physique, c'est la diffusion Rutherford. Bon, j'en parlerai un tout petit peu après. Donc il a découvert pas mal de choses, ce monsieur. Il est néo-zélandais, assez rapidement il s'est retrouvé en Angleterre. Et j'ai mis ici une citation de lui dont on va comprendre la pertinence pour lui, en tout cas tout à l'heure. Il dit « La science, soit c'est de la physique, soit c'est de la philatélie ». Et alors, la raison pour laquelle il dit ça, en gros, c'est parce que, voilà, en 1903, il découvre un truc important. Il découvre que la radioactivité est une transmutation. Il découvre ça avec Soddy. C'est-à-dire qu'il découvre que lorsqu'il y a radioactivité, un élément se transforme en un autre. Donc pour ça, il a le prix Nobel de chimie en 1908, et il va être un petit peu amer de ce prix Nobel, non pas parce qu'il a gagné le prix Nobel, mais parce que c'est celui de chimie. Lui, il aurait quand même préféré avoir un prix Nobel de physique. On est en train de parler de transmutation d'éléments, et pour lui, ça relève plutôt de la physique que de la chimie, et c'est à ça que faisait allusion la citation que je viens de faire tout à l'heure. Bon.
Bon, il faut quand même bien voir qu'à l'époque, la radioactivité, c'est quelque chose qui est étudié par des chimistes. Donc, avoir le prix Nobel de chimie, c'est pas complètement délirant non plus dans le contexte de l'époque. Bon. Il nomme aussi les différents rayonnements qui sont émis au cours de la radioactivité. Il distingue différents rayonnements du point de vue de leur pouvoir pénétrant. Il parle de rayonnement alpha, du rayonnement bêta, du rayonnement gamma. Donc, assez rapidement, il identifie le rayonnement alpha comme étant l'émission de noyaux d'hélium. En revanche, pour le bêta et pour le gamma, lui, il n'a pas spécialement d'avis, et les noms sont restés. On parle encore aujourd'hui de ces trois rayonnements-là. On sait aujourd'hui que bêta, c'est l'émission d'électrons ou bien de positons, et gamma, c'est l'émission de photons. Bon. Donc c'est lui qui introduit ces noms-là. Puis en 1911, il découvre le noyau atomique. Donc il découvre que les atomes sont faits d'un cœur dur, qu'on appelle le noyau, extrêmement dense et occupant un volume extrêmement faible, et le tout étant entouré d'électrons. Ça, il le fait avec les expériences de diffusion. En gros, il prend une feuille d'or extrêmement mince, il bombarde cette feuille d'or avec du rayonnement alpha qu'il arrive à obtenir avec de la radioactivité. Il s'aperçoit que la plupart du rayonnement alpha traverse la feuille d'or comme si de rien n'était, donc ça nous dit que c'est essentiellement composé de vide. Et de temps en temps, il y en a qui rebondissent vers l'arrière, mais qui rebondissent vraiment vers l'arrière. Il y a une diffusion vers l'arrière qui est assez importante et qui s'interprète très bien si on considère que c'est des rebonds sur des corps très durs occupant un petit volume dans la matière. Et donc c'est ça qu'il appelle le noyau atomique. Et enfin, en 1919, il participe, il assiste aux premières réactions nucléaires. Donc il est vraiment, Ernest Rutherford, au cœur de la physique nucléaire. Et alors je vous ai mis cette frise ici pour situer là-dedans un scénario cosmique proposé par 1907 par Gustave Le Bon. Alors c'est pas le seul, c'est vraiment un exemple pris parmi d'autres. Pour que vous voyez un petit peu le genre de scénario que les gens pouvaient avoir en tête à l'époque. Ce qu'il imagine, Gustave Le Bon, c'est la chose suivante. Il sait qu'il y a de la radioactivité, on l'avait découvert, voilà, donc les corps ont tendance à émettre des choses, il ne sait pas encore ce que c'est, mais voilà. Et il imagine que ce rayonnement qui a été émis, il s'échappe du coup de notre univers, sauf que notre univers serait d'une certaine manière borné, serait fermé par quelque chose. Ce rayonnement, du coup, pourrait rebondir sur ce qui borne l'univers, sur les bords de l'univers, et de la même manière que la lumière qui se réfléchit sur un miroir courbe forme des points focaux, se concentre en certains points, et là, le rayonnement émis par la radioactivité puis qui rebondit sur les bords de l'univers pourrait lui aussi se concentrer en certains points focaux, il y aurait des foyers, et si de la matière tend à passer juste à ce moment-là, à cet endroit-là, au foyer, la matière serait en quelque sorte régénérée. Et voilà, le corps, ça créerait de nouveaux corps radioactifs qui pourraient eux aussi se désintégrer. Et ça ferait une sorte de cycle comme ça, de régénération de corps radioactifs qui eux-mêmes se désintègrent. Voilà. Alors ce scénario ne va pas jouer un rôle extrêmement fort dans le développement des théories du Big Bang et tout ça, mais voilà, c'est juste pour vous dire que quand la radioactivité est découverte, elle s'inscrit déjà quasiment immédiatement dans des modèles cosmologiques présentés par des gens. La radioactivité présente une caractéristique intéressante du point de vue de la cosmologie, c'est les échelles de temps qui sont mis en jeu. Chaque noyau a un temps de vie caractéristique, on appelle ça un temps de demi-vie, qui représente essentiellement le temps qu'il faut pour que dans un échantillon pur de corps radioactifs, la moitié de l'échantillon se soit désintégré. Voilà. Par exemple, pour l'uranium-235, la demi-vie, c'est 703,8 millions d'années. Ça veut dire que si vous prenez 1 kg d'uranium pur, dans 703,8 millions d'années, il ne restera que 1,5 kg d'uranium, le reste se sera désintégré. Bon. Et voilà, pour les noyaux uranium et thorium, vous voyez que c'est de l'ordre du milliard d'années, quelques milliards d'années, ces temps de vie. Et ça, c'est assez intéressant comme nombre, quelques milliards d'années, parce qu'on sait au début du XXe siècle que c'est à peu près l'âge de la Terre ou l'âge des plus vieilles roches qu'on trouve sur Terre. Je vais en parler tout à l'heure, ça. Mais du coup, c'est une coïncidence assez forte. Pourquoi est-ce que effectivement l'âge de la Terre a à peu près l'âge de ces noyaux radioactifs? Et ça, cette coïncidence-là, c'était une des raisons pour lesquelles Lemaître croyait vraiment que son modèle à base d'atomes primitifs était correct. Parce qu'il disait la chose suivante, Lemaître, il disait, effectivement, si on a un univers qui est extrêmement vieux,
Et ben, tous les corps radioactifs qui sont sur la Terre devraient s'être désintégrés, on ne devrait plus en avoir en fait dans la croûte terrestre, or il y en a encore. Donc si effectivement il y a encore des corps radioactifs dans la croûte terrestre, eh ben, c'est que la croûte terrestre a été créée voilà, il y a quelques milliards d'années. Par exemple dans cet atome primitif qui est à l'instant initial du modèle proposé par Lemaître. Alors donc la question qui se pose, c'est comment peut-il rester des corps radioactifs dans la croûte terrestre? Et donc on a vu un élément de réponse là de Lemaître, qui est c'est parce que la croûte terrestre, elle a cet âge-là en fait, voilà tout simplement, et l'univers a cet âge-là. Il y a d'autres réponses qui sont données. Par exemple, Eddington lui dit que ces corps radioactifs, ils ont été régénérés d'une certaine manière dans les étoiles. La Terre aurait en gros l'âge du Soleil. Voilà, tout le système solaire, il a un âge donné. Les corps radioactifs se seraient formés dans une étoile. Très rapidement, ces corps se seraient retrouvés d'une manière ou d'une autre dans les planètes et sur la Terre en particulier. Et du coup, c'est pas étonnant qu'au bout de quelques milliards d'années, qu'il y ait l'âge de ces étoiles, on trouve encore des corps radioactifs dans la croûte terrestre. Et alors, j'ai parlé de l'âge de la Terre, là, donc je vais ouvrir une petite parenthèse aussi sur ce qu'on sait sur l'âge de la Terre, ce qu'on en sait au cours du XXe siècle. Et la manière d'étudier ça, elle a changé aussi assez radicalement au XXe siècle. Avant ça, donc jusqu'au XIXe siècle, la manière de faire, c'était d'étudier les processus physiques, par exemple la sédimentation, l'érosion. La sédimentation, c'est un phénomène qui prend du temps. L'érosion aussi, si vous mettez une montagne et que vous la laissez tranquille, il y a le vent, la neige et tout ça, ça s'érode. Et on peut du coup estimer le temps qu'il faut pour éroder une montagne. Et se disant que il reste encore des montagnes aujourd'hui, ça donne une borne supérieure à l'âge de la montagne. Et si on pense que la Terre a été créée directement avec les montagnes, ça donne une borne supérieure à l'âge de la Terre. On n'avait pas du tout à l'époque l'idée du fait que les montagnes pouvaient se former par soulèvement de plaques, etc. Ça viendra beaucoup plus tard. Donc voilà, ces méthodes physiques permettent de dater la Terre. Les choses vont changer à partir des années 1860, quand William Thomson, encore lui, là, Lord Kelvin, lui estime l'âge de la Terre par une méthode complètement différente. En fait, on sait à l'époque que la Terre, c'est pas un ensemble... C'est pas un corps de température uniforme, il y a des volcans, on sait que voilà, au cœur de la Terre, c'est plus chaud qu'à la surface. Et du coup, Kelvin se dit, la Terre est quelque chose de chaud en son cœur, donc ça doit rayonner, ça doit perdre de l'énergie, comme tous les cœurs chauds, donc ça doit se refroidir au cours du temps. Donc si c'est le cas, ça veut dire que dans le passé, elle était plus chaude. Et donc si on remonte suffisamment dans le passé, très probablement, la Terre, c'était une boule de roche en fusion. Et si c'est le cas, avec des arguments de thermodynamique, on peut calculer combien de temps il faut pour qu'une boule de roche en fusion se mette à cristalliser, à se refroidir pour donner la Terre actuelle. Et William Thomson trouve comme ça un âge qui est de l'ordre de 20 à 40 millions d'années. Et c'est un temps qui est extrêmement court. Aujourd'hui, l'âge de la Terre, c'est plutôt estimé à 4,5 milliards d'années, voilà, quelques milliards d'années. Donc on est ici sur une échelle de temps qui n'est pas du tout correcte, mais le raisonnement qu'il fait est effectivement pas délirant, et donc c'est un ordre de grandeur qui va être pris au sérieux. Alors, je vais juste dire pourquoi c'est faux. Où est-ce qu'il s'est trompé, Thomson? C'est qu'il n'a pas pris en compte le fait que dans la Terre, il y a un phénomène qui réchauffe la Terre en permanence, et c'est la radioactivité. Il ne la connaissait pas, il ne pouvait pas l'inventer. Voilà. Donc en fait, dans la Terre, il y a la radioactivité qui effectivement réchauffe en permanence le cœur de la Terre, et donc ça allonge énormément le temps de refroidissement, et donc ça allonge aussi l'âge de la Terre. C'est pour ça que son temps à lui est beaucoup trop court, il n'avait pas pris ça en compte. Et au début du XXe siècle, une autre avancée va permettre de vraiment préciser les datations de l'âge de la Terre, c'est l'utilisation de la radioactivité, justement. Donc ici, ce qui va intervenir, ce n'est pas le fait que ça chauffe, mais c'est le fait que ça transforme des éléments en d'autres. Et il y a tout un tas de méthodes de datation qui vont être basées sur le procédé suivant. Si on a une roche qui contient de l'uranium et qu'on laisse cette roche tranquille pendant quelques milliards d'années, l'uranium que contient cette roche va se désintégrer en partie, va donner tout un tas d'autres choses, et en bout de chaîne de désintégration, ça donne notamment du plomb. Donc on va trouver au bout d'un certain temps du plomb en plus de l'uranium, et plus on attend, plus on va trouver du plomb. En fait, le rapport plomb sur uranium nous permet de déterminer le temps qui s'est passé à partir du moment où il n'y avait que de l'uranium pur. Voilà. Donc en sélectionnant certaines roches dont on pense qu'elles ne contenaient au début que de l'uranium pur, et en mesurant la quantité de plomb qu'elles contiennent aujourd'hui, on peut savoir l'âge de ces roches.
Donc c'est ce qu'on appelle la datation radioactive. Et pour l'histoire de ça, je vous rapporte vraiment à cet article-là qui est vraiment extrêmement bien fait, dans lequel vous trouverez des références aussi très pertinentes et intéressantes. Voilà. Donc ce rapport Plon sur uranium là, permet aussi d'apporter un élément de réponse à la question de l'âge de l'univers, et ça donne des âges qui sont de quelques milliards d'années du coup, donc beaucoup plus que ce que trouvait William Thomson. Et donc dans les années 30, on arrive à la situation suivante, où l'âge de la Terre était estimé à 2-3 milliards d'années, quelques milliards d'années. L'âge de l'ensemble des étoiles était estimé à 3 à 5 milliards d'années. Donc là, je ne vais pas du tout en parler. Je vous renvoie vraiment sur les deux articles qui sont ici, là, si vous voulez voir les détails de ça, comment on estimait l'âge des ensembles des étoiles. Mais vous pourrez aller voir l'article de Richard Tolman de 1949. Alors, en fait, ce n'est pas vraiment un article, c'est une note qu'il avait écrite pour un collègue à lui et qui a été publiée de manière posthume. Donc en 1949, il était mort, Richard Tolman, mais son collègue a jugé la note suffisamment intéressante pour qu'elle soit publiée. Et en 1946, donc un peu avant, voilà, vous avez ici un rapport, un congrès sur les échelles de temps dans l'univers. Et dans ces deux articles-là sont résumées les différentes méthodes qui permettent d'arriver à ces âges-là. En fait. Bon. Donc, je vous renvoie à ces articles pour plus de détails. Mais donc en 1930, on a de bonnes raisons de penser que l'univers est vieux de 2, 3, voire 5 milliards d'années. Or, et c'est là où ça se raccroche à ce que j'ai raconté la dernière fois sur les modèles cosmologiques, quand on s'appuie sur la loi de Hubble pour étudier l'expansion de l'univers, on s'aperçoit que l'âge de l'univers est relié à la constante de Hubble. La constante de Hubble, je vous le rappelle, elle indique à quelle vitesse, finalement, sont en train de s'éloigner les galaxies les unes des autres. On a une proportionnalité entre vitesse et distance. Voilà. Et cette constante de proportionnalité, c'est la constante de Hubble. Et on imagine assez bien que si la constante de Hubble est faible, donc ça veut dire ça qu'à une distance donnée de nous, les galaxies vont lentement. Donc si elles vont lentement, il va falloir aller très loin dans le passé pour que ces galaxies se retrouvent toutes agglutinées les unes aux autres, et donc arriver à l'instant singulier où tout l'univers finalement était concentré en une même région très petite. Donc une petite constante de Hubble, ça veut dire qu'il a fallu attendre longtemps, il a fallu qu'il s'écoule longtemps depuis l'instant initial entre guillemets. Donc constante de Hubble petite, âge de l'univers très long. Si la constante de Hubble est grande, au contraire, les objets vont très vite, et donc il faut remonter assez peu loin dans le passé pour que tout se retrouve au même point. Bon. En tout cas, le message, c'est que la constante de Hubble nous donne une indication sur l'âge de l'univers. Et quand on prend la constante de Hubble qui était mesurée par Hubble, de l'ordre de 500 km par seconde et par mégaparsec, on trouve un âge de l'ordre de quelques milliards d'années, 1,8, voilà, peut-être 2, mais pas beaucoup plus. En tout cas, on est vraiment dans la fourchette basse par rapport à celle qui est là-haut, de 2 à 5 milliards d'années. Et en particulier, l'âge de l'univers estimé avec la loi de Hubble, ici, est peu compatible avec l'âge de l'ensemble des étoiles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le problème de l'âge de l'univers. L'âge de l'univers semble moins important que l'âge de ce qu'il contient. Alors, on peut estimer que c'est un problème ou pas, en tout cas, ça pose question. Et voilà ce que dit par exemple Wilhelm de Sitter. On a déjà parlé de Sitter plusieurs fois hein, dans ce qui précède. Donc en 1932, il dit voilà, la tentation est grande d'identifier l'époque du début de l'expansion avec le début du monde, quel que soit le sens de cette expression d'ailleurs. Maintenant, de manière astronomique, si on parle de manière astronomique, ce début de l'expansion a pris place seulement hier. C'est-à-dire, c'est juste hier à l'échelle cosmique. Pas beaucoup de temps avant la formation des roches les plus vieilles sur la Terre. Donc vous voyez, il distingue deux choses. Hein. Il distingue ici le début de l'expansion, donc ça c'est l'âge qui est fourni par la constante de Hubble, et le début du monde. Ce n'est pas forcément la même chose. On pourrait très bien imaginer que le monde ait évolué sans s'expandre, pendant longtemps, je ne sais pas moi, 4 milliards d'années, et puis tout d'un coup, pour une raison ou pour une autre, il se met à s'expandre, et c'est le temps qui s'est écoulé depuis ce début de l'expansion qui est mesuré par la constante de Hubble. On pourrait très bien imaginer que l'univers ait pendant, je sais pas, 3 ou 4 milliards d'années évolué, formé des étoiles et tout sans s'expandre, et puis tout d'un coup, paf, pour une raison ou pour une autre, l'univers se met à s'expandre, et ce que nous dit la constante de Hubble, c'est qu'il s'est passé à peu près 1,8 milliard d'années depuis ce temps-là, ce qui ferait un univers qui a en tout 3 à 4 milliards d'années dont j'en ai parlé, plus 1,8, donc ça fait un univers qui à la fois est âgé, et en même temps qui ne s'expand que depuis 1,8 milliard d'années. Donc il y a quand même quelques échappatoires à cette question de l'âge de l'univers. Voilà ce que dit Richard Tolman, dont j'ai
dit deux mots tout à l'heure, qu'on a déjà rencontré tout à l'heure, mais en 1949. Donc il dit, d'abord, je pense que nous devrions mettre l'expression âge de l'univers entre guillemets, puisque je ne vois aujourd'hui aucun indice qui contredise l'hypothèse que l'univers matériel a toujours existé. Pour moi, tout ce que cette phrase peut signifier, c'est le temps qui s'est écoulé depuis un événement important à grande échelle, pour lequel on a effectivement des preuves, c'est-à-dire par exemple la présence de températures extrêmement élevées et de densités extrêmement élevées, ou le début de la récession des nébuleuses, hein, l'expansion de l'univers finalement. Ceci, pour moi, n'implique pas du tout que l'univers a été créé sans aucune histoire passée au moment de cet événement. Par exemple, si à un certain instant dans le passé, on se trouvait en présence de hautes densités et de hautes températures suivies par une expansion de la matière à la portée de nos télescopes, il serait raisonnable de considérer que c'est le résultat probable d'une étape précédente de contraction, par exemple. Donc il imagine une contraction suivie de... Il imagine que l'expansion qu'on observe pourrait avoir été précédée d'une contraction. On appelle ça parfois les univers en rebond, qui peuvent d'ailleurs être des univers cycliques. Ça peut se reproduire éventuellement plusieurs fois. Donc encore une fois, pour lui, l'âge de l'univers, ce n'est pas forcément l'âge qui est donné par du coup, la constante de Hubble et le temps depuis lequel s'expand l'univers. Ce sont des choses différentes. Alors une remarque aussi liée à l'âge de l'univers, c'est que si on met une constante cosmologique dans l'histoire, eh ben ça allonge l'âge qui est donné par la constante de Hubble. Et par exemple, dans le modèle de Lemaitre, il y avait une constante cosmologique, et le modèle de Lemaitre n'est pas du tout... il n'y a pas de problème d'âge de l'univers avec ce modèle-là. L'univers peut avoir existé pendant plusieurs milliards d'années avec une constante de Hubble qui est relativement élevée. Ça ne posait pas de problème. Bon. Pour Einstein, par exemple, c'en était un, parce que pour Einstein, lui, il ne veut pas mettre de constante cosmologique, donc le temps depuis lequel l'univers s'expand, c'est vraiment donné par l'inverse de la constante de Hubble, ou c'est relié à l'inverse de la constante de Hubble, et du coup, ça fait un temps qui est trop court par rapport à l'âge de l'univers. Alors, à cette époque-là, donc les années 1920-1930, on découvre aussi que la physique nucléaire, la radioactivité et la physique nucléaire peuvent jouer un rôle dans la formation des éléments, tels qu'on les connaît aujourd'hui, et aussi dans le fonctionnement du Soleil. Ce sont deux choses séparées, et ça fait intervenir les réactions nucléaires entre les différents corps qui constituent l'univers. Dans les années 1920, on commence à s'intéresser à la thermodynamique de l'univers dans son ensemble, et notamment à sa température et à la notion d'équilibre thermique dans l'univers. Par exemple, en 1917, Wilhelm Lenz estime la température de l'univers dans le cas de l'univers d'Einstein, qui ici, il n'y a pas d'expansion, là, c'est un univers qui est statique, mais il trouve que la température est liée à la taille, finalement, de l'univers, au rayon de cet univers-là. Donc c'est le premier, comme ça, à relier la température à la taille de l'univers. Des relations de ce type-là, il y en a aussi pour les univers en expansion, et ça va jouer un grand rôle dans les modèles de type Big Bang, puisque quand un univers s'expand, finalement, il va aussi se refroidir. C'est ce que dit qualitativement l'expression qui est là. Bon. Et en 1922, Richard Tolman étudie l'équilibre entre hydrogène et hélium, donc en prenant les lois générales de la thermodynamique, en fait en faisant de la chimie, finalement. Il était chimiste au début, Richard Tolman. Donc en faisant de la chimie des réactions entre l'hydrogène et l'hélium, sauf que ce n'est pas de la chimie au sens les électrons qui font des liaisons covalentes, mais c'est de la chimie dans le sens, c'est les noyaux qui interagissent entre eux pour en former des nouveaux. Bon. Donc quand il étudie l'équilibre de ça, il s'aperçoit qu'effectivement, on peut calculer la quantité d'hélium et d'hydrogène qu'il peut y avoir à toute température d'un système donné. Donc, ce que fait Richard Tolman, du coup, c'est de calculer pour toute température la quantité d'hydrogène et d'hélium qui peuvent se trouver dans un corps, une étoile par exemple, ou dans l'univers. Voilà. Il n'y a pas besoin de savoir comment l'hydrogène se combine pour former de l'hélium dans le détail pour savoir combien il va y en avoir dans l'équilibre. En fait, en gros, en connaissant les différences de masse entre ces deux corps-là, on peut savoir à l'équilibre quelle est la proportion de ces deux corps-là. En particulier, ces travaux-là ne nous disent pas comment l'hélium est formé à partir de l'hydrogène dans le détail. Comment est-ce que, en mettant deux noyaux ensemble, ça va en former un nouveau? Ça, il n'a aucun moyen de le dire, Richard Tolman. Ça doit attendre, ça s'est fait dans les années 1938 et 1939, de manière indépendante par Hans Bethe et Carl von Weizsäcker.
Par exemple, je vais vous parler ici des travaux de Hans Bethe. Alors Hans Bethe, c'est vraiment un grand physicien, il a vécu presque 100 ans, et il a travaillé vraiment jusqu'au bout. Dans les années 2000, on trouve encore des publications de Hans Bethe. Ces deux physiciens s'intéressent aux réactions nucléaires qu'ils peuvent avoir dans les milieux très chauds, et ils découvrent en particulier qu'on peut avoir formation d'hélium à partir de protons par un cycle de réaction. En fait, il y a deux cycles de réaction différents qu'on va appeler cycle PP et cycle CNO. J'en montre ici un de ces cycles. Donc ici, c'est le cycle CNO. Voilà. Alors je vais présenter ce cycle en détail. Pour ça, imaginons que dans un milieu, une étoile par exemple, on ait un ensemble de protons, des noyaux d'hydrogène qui vont être notés ici H1, et quelques noyaux de carbone. Je reviendrai tout à l'heure sur leur rôle là-dedans. On peut avoir du coup des réactions de capture par lesquelles le carbone attrape un noyau d'hydrogène et forme un noyau plus lourd, ici d'azote 13, avec émission de rayons gamma. Le noyau d'azote 13 est un noyau instable, il se désintègre spontanément pour donner du carbone 13 avec émission d'une particule bêta, ici bêta+, c'est-à-dire un positon. Ce carbone 13 peut ensuite lui-même capturer un proton qui est dans le milieu autour de lui pour donner de l'azote 14 avec de nouveau émission de rayons gamma. Ce noyau d'azote peut ensuite à son tour capturer un proton, donc il s'alourdit pour donner un oxygène 15 cette fois avec de nouveau émission d'un rayon gamma. Ce noyau d'oxygène 15 il est instable et spontanément il se désintègre pour former de l'azote 15 avec émission d'un positon de nouveau. Cet azote 15 peut enfin capturer un proton pour donner du carbone 12 avec émission d'une particule alpha. Vous voyez que ici, cette réaction de capture de protons a donné un noyau plus léger finalement. L'azote 15, en gros, ça a fait une entité avec 16 nucléons qui se sont séparés du coup en deux avec un carbone 12 et un hélium 4. Vous voyez que le carbone 12, le carbone 12 qui avait été supposé présent au départ, quand on suit toute la chaîne, se retrouve régénéré à la fin. Il s'est transformé en azote, en carbone, en oxygène, puis de nouveau en carbone 12. Et donc en fait il n'a pas été consommé. C'est ce qu'en chimie on appelle un catalyseur. Ici le carbone 12 sert de catalyseur à la réaction. Donc il suffit qu'il y en ait un petit peu pour que la réaction se fasse et il n'est jamais consommé complètement. Il y en a toujours en moyenne la même quantité dans le milieu. Bon. Et si on regarde ce cycle de manière globale, on le voit que 4 protons ont été absorbés en tout, c'est les 4 flèches rouges qu'on voit, et plusieurs choses ont été émises, des rayons gamma, des particules bêta et surtout une particule alpha. Donc ce cycle, en fait, son bilan net, c'est de transformer 4 protons en une particule alpha avec émission de 2 particules bêta+, et émission de 2 gamma. Donc voilà, c'est vraiment un cycle qui permet la fusion de 4 protons en un noyau d'hélium. Donc c'est un cycle possible par lequel peut se former de l'hélium. Ça s'appelle le cycle CNO. Il y a un autre cycle qui s'appelle le cycle PP, mais voilà, Bethe et Weizsäcker réalisent que ça, c'est une des chaînes possibles pour former de l'hélium, par exemple, dans le Soleil. Et donc ça montre vraiment, à cette époque-là, que le Soleil, finalement, est une machine thermonucléaire qui, par fusion, transforme des protons en hélium. Voilà. Et en libérant, bien sûr, de l'énergie. Vous avez ici des rayons gamma qui sont émis et des particules bêta qui ont de l'énergie cinétique. Tout ça, c'est donné dans le milieu, et c'est ça qui fournit l'énergie qui fait briller le Soleil. Bon. Alors tout ça, c'est de la physique solaire. Donc ce qui intéresse Weizsäcker et Hans Bethe, c'est la physique du Soleil, et il ne s'agit pas d'essayer de comprendre comment l'hélium est formé en cosmologie, dans l'univers primordial ou je ne sais pas quoi. Et il y a un problème aussi avec ce scénario, c'est que ça ne permet pas d'expliquer la formation des éléments lourds. Là, ça permet d'expliquer comment est-ce qu'en présence de carbone, on peut former de l'hélium à partir de protons, mais ça ne dit pas comment le carbone il est là au début, il faut qu'il soit là. Et on n'arrive pas, à l'époque, à comprendre comment est-ce que ce carbone 12 peut se former. Hans Bethe, il imagine par exemple que 3 noyaux alpha mis ensemble puissent effectivement former un noyau de carbone. Un noyau de carbone, c'est effectivement,
en gros 3 noyaux alpha mis ensemble et voilà, ça forme un noyau plus lourd. Mais quand on le fait effectivement, quand on regarde les taux de réaction, ça ne marche pas en fait. La physique nucléaire telle qu'on la connaît à l'époque de Hans Bethe, elle est telle que si on essaye de mettre 3 noyaux alpha ensemble, c'est pas assez stable pour former un noyau de carbone 12. Et ça, c'est vraiment un problème qui va être récurrent, un grand problème. Comment se forment les noyaux lourds dans l'univers? L'application de ce même type de raisonnement là, donc la formation de noyaux plus lourds à partir de noyaux légers, dans l'univers primordial cette fois, elle va être étudiée aussi par tout un tas de gens. Le Weizsäcker de tout à l'heure, là, von Weizsäcker, et puis Stern, Chandrasekhar, et puis Heinrich, qui vont imaginer des équilibres, eux aussi des équilibres chimiques, voilà, enfin des équilibres nucléaires du coup, et qui se pose la question, si je prends un bain de protons voilà, et de neutrons, si je mets tout ça ensemble, avec les réactions nucléaires qui se font spontanément là-dedans, quelle va être la proportion de noyaux dans le mélange, quelle va être la proportion d'hélium, éventuellement, de lithium, de beryllium, etc. Et ils arrivent comme ça à expliquer l'abondance de certains éléments en supposant qu'à un moment éloigné dans le passé, l'univers était très chaud et très dense. Ça a formé à l'équilibre une certaine proportion de corps, et puis pour une raison ou pour une autre, l'équilibre a été rompu, et voilà, et les noyaux qui se sont formés du coup, sont restés tels quels. On a eu une sorte de gel des réactions. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on va appeler la nucléosynthèse primordiale quelques décennies plus tard, mais il n'y a pas encore tous les ingrédients dans ce qui est présenté dans les années 1935-1942. Alors il y a quand même l'idée qu'on était dans un milieu qui était dense et chaud, mais il faut encore arriver à comprendre pourquoi est-ce que tout d'un coup les réactions se gèlent. Et en plus, ça ne permet pas d'expliquer les abondances de tous les éléments, en particulier les éléments lourds. Ça, les théories des gens que je présente ici ne le montrent pas. Voilà, donc on arrive au moment de la Deuxième Guerre mondiale, en gros. La situation est la suivante. On a des physiciens de la physique nucléaire qui comprennent que dans un milieu chaud et dense, il peut y avoir des réactions nucléaires qui ou bien font fonctionner le Soleil, ou bien forment des noyaux plus lourds. Bon, donc l'idée est là. Mais dans le détail, ça ne marche pas bien. En fait, voilà, on n'a pas de théorie qui permette d'expliquer de façon quantitative la formation, notamment des éléments lourds dans l'univers dans lequel on vit. Ça va être réalisé dans un autre type de théorie qu'on appelle les théories du Big Bang. Et ce qu'on appelle théorie du Big Bang, ça a en fait 3 origines historiquement. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ce sont des origines qui sont vraiment distinctes et indépendantes. C'est-à-dire que ce qui s'est vraiment passé, c'est que vous avez en 1931 Lemaître qui a proposé l'univers dont j'ai déjà parlé, voilà, un univers qui s'expand, qui est décrit par la relativité générale, et qui commence par un atome primordial, POF. On l'oublie, il est oublié, ou il n'est pas lu, il n'est pas connu, Stock. On va voir qu'en 1948, une autre école, d'autres gens, propose de nouveau que l'univers ait commencé dans un état très dense et très chaud, et un état qui en plus permet d'expliquer la formation de certains éléments qu'on trouve aujourd'hui dans l'univers. Et eux vont être oubliés aussi, ou pas connus. Alors ils vont être un peu moins oubliés, mais en tout cas, les gens qui en 1965, la troisième vague qui arrive ici, Robert Dicke et James Peebles, ne vont pas du tout, dans un premier temps, faire référence à George Gamow et puis Ralph Alpher, ne les connaissent pas en fait. Donc il y aura 3 inventions comme ça du Big Bang. Alors la théorie de Lemaître, j'en ai déjà parlé. Je vais juste rajouter quelque chose à ce modèle-là, quelque chose que je n'ai pas encore dit. Lemaître voyait un bonus en fait dans sa théorie, c'est qu'en fait il pensait qu'on voyait aujourd'hui les reliques de son atome primordial, là, donc vous vous souvenez l'atome primordial qui se désintègre pour donner naissance à la matière qu'on connaît, et lors de cette explosion, lors de cette désintégration de l'atome primitif, ça doit donner naissance à tout un tas de particules de haute énergie, des noyaux de haute énergie, qu'on observe aujourd'hui. Ça s'appelle les rayons cosmiques. Donc Georges Lemaître savait qu'on observait les rayons cosmiques, c'était quelque chose qui était bien connu à l'époque, et pour lui, les rayons cosmiques, c'est la relique de cette désintégration de l'atome primitif. Donc les rayons cosmiques, c'était vraiment la preuve cosmologique de son modèle. On sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas, les rayons cosmiques n'ont pas cette origine-là, mais voilà, à son époque, c'était quand même quelque chose d'assez malin à imaginer.
Et je le mentionne aussi parce qu'on va voir que la notion de relique, elle est vraiment très importante. En fait, je vais terminer aujourd'hui cette histoire-là avec vraiment l'observation d'une relique probante, du coup, pour les modèles de type Big Bang. Deuxième vague pour les modèles de type Big Bang, George Gamow et Ralph Alpher en 1948. Alors voilà Gamow et Alpher. Alors, encore une fois, je vous rappelle que les dessins ici que je présente viennent de cette BD là, Cosmic Comics. Et je vais commencer par Gamow, George Gamow. Alors ça, c'est vraiment un personnage haut en couleur, intéressant, génial aussi par certains côtés, voilà, qui est vraiment remarquable. Bon. C'est un physicien russe qui va émigrer en 1933. En fait, il va fuir, hein, voilà, et il ne va jamais revenir en Russie. Donc en 1933, il se retrouve aux États-Unis. Il avait été, avant cela, il avait été étudiant de Friedman, donc vous vous rappelez Friedman, quelqu'un qui avait fait des travaux en cosmologie. Donc Gamow, c'est quelqu'un qui connaît la cosmologie, qui l'a étudiée, qui a passé du temps avec Friedman, qui la connaissait bien aussi à l'époque. Et alors avant de vous parler du Gamow qui nous intéresse aujourd'hui en cosmologie, je veux quand même vous parler du Gamow écrivain, du Gamow pédagogue, etc. C'était vraiment un esprit original. Il avait des manières assez originales de présenter les choses. Je vais juste vous présenter une ou deux illustrations qui m'ont marqué dans un des ouvrages, par exemple celui-là de 1946, Naissance et mort du Soleil. Voilà, un ouvrage plutôt de vulgarisation dans lequel il montre quand même des courbes. Et alors, on voit ça, par exemple, voilà, dans le livre, il y a un moment une illustration qui est celle-là. Ce qui intéresse le lecteur à ce moment dans le livre, c'est la courbe elle-même. Hein, juste. Donc, là où quelqu'un d'autre aurait mis juste une courbe, vous voyez, Gamow, il nous met un petit bonhomme comme ça, qui montre la courbe. Ce qui n'a aucun intérêt dans le bouquin à ce moment-là. On ne comprend même pas forcément pourquoi il y a quelqu'un avec un pointeur qui nous montre ça, mais voilà, il le fait, il s'amuse. En fait, voilà, Gamow, c'est quelqu'un, il s'amuse. Il était vraiment réputé pour son sens de l'humour, pour ses blagues, pour ses canulars aussi, parfois, j'en parlerai tout à l'heure. Mais c'est pas seulement de l'humour pour faire rire, c'est juste aussi, voilà, c'est joli, peut-être parfois poétique aussi, bon. Voilà un autre exemple de quelque chose que je trouve original. Il a besoin à un moment de nous montrer le tableau périodique des éléments. Ben voilà, il l'imagine comme un ruban qui est enroulé d'une certaine manière. Et il l'enroule de façon à ce que, effectivement, on voit ici ce qu'on appelle d'habitude les différentes lignes du tableau périodique, donc qui correspondent à des enroulements différents. On a ici les lanthanides qu'on ne sait jamais trop où mettre d'habitude dans le tableau. Bah lui, voilà, il a résolu. Il met une petite boucle ici qui rajoute entre l'élément 56 et l'élément 71. Voilà. Bon, je trouve ça rigolo. Je vous invite aussi à aller voir quelques petits ouvrages qui s'appellent Monsieur Tompkins, qu'il a écrit, où c'est plutôt de la vulgarisation du coup. Et l'idée est vraiment aussi très ingénieuse et il écrit ça très bien. L'idée, c'est de plonger un personnage de fiction dans un univers dans lequel un des aspects de la physique est poussé à son paroxysme. Donc là, vous ne comprenez pas, c'est normal, je vais prendre les deux exemples. Un, il se place dans un univers qui est très relativiste, c'est-à-dire un univers dans lequel la vitesse de la lumière ne vaudrait pas 300 000 km par seconde, mais une valeur beaucoup plus faible, de sorte que les effets relativistes seraient visibles dans la vie de tous les jours. Et on voit par exemple un dessin comme ça, vous voyez quelqu'un qui fait du vélo, et de son point de vue, d'après la contraction des longueurs, tout le monde semblerait très fin, comprimé dans cette direction-là. Voilà. Et tout le roman, c'est quels sont comment est-ce que la vie de M. Tompkins, du coup, est affectée par les effets relativistes. Il y a aussi un M. Tompkins où cette fois, c'est la constante de Planck qui est grande, donc c'est-à-dire ce sont les effets de la mécanique quantique qui sont importants, et voilà. Donc c'est ingénieux, c'est bien fait, c'est vraiment chouette. Voilà. Je mentionne aussi que George Gamow, donc c'est pas seulement quelqu'un de rigolo, c'est aussi un grand physicien. En 1928, c'est lui le premier qui a introduit l'effet tunnel en physique nucléaire. Plus précisément, il modélise la radioactivité alpha en supposant que les alphas sont des noyaux qui sont prisonniers d'un puits de potentiel dans les noyaux radioactifs. Ils ne peuvent pas en sortir parce qu'il y a une barrière en fait, de potentiel qui les empêche de sortir. Mais les lois de la mécanique quantique prédisent qu'un corps qui est soumis à une barrière qui l'empêche de sortir, il peut quand même s'en échapper en traversant cette tunnel, même s'il n'a pas l'énergie, du point de vue de la physique classique, suffisante pour passer au-dessus. Voilà.
En gros, en physique classique, ça veut dire si vous avez un bol et puis dedans vous mettez une bille qui a juste de l'énergie pour osciller dans le bol mais pas passer par-dessus le bord, et bien la mécanique quantique prédit que la bille a une certaine probabilité de traverser le bol et de se retrouver dehors. Voilà, ça s'appelle l'effet tunnel. Et donc il introduit ça dans la radioactivité, mais aussi dans la physique nucléaire. Et du coup, c'est ce qui permettra après à Hans Bethe et à Weizsäcker notamment de comprendre les réactions de fusion nucléaire qui ont lieu dans le Soleil. Parce que l'effet tunnel joue un rôle très important. S'il n'y avait pas la mécanique quantique, s'il n'y avait pas l'effet tunnel, les protons dans le Soleil n'ont pas du tout assez d'énergie pour s'approcher suffisamment les uns des autres pour former une réaction nucléaire. Voilà. Ils ne sont pas assez rapides. La température dans le Soleil n'est pas assez forte pour ça. Donc au point de vue de la physique classique, on ne comprend pas du tout comment il peut y avoir des réactions nucléaires dans le Soleil. Ben ça, pour le comprendre, il faut se dire que par effet tunnel, les noyaux peuvent effectivement se retrouver tout d'un coup très proches l'un de l'autre et conduire à une réaction nucléaire. Bon, ça, c'est Georges Gamow qui l'a compris. Alors, ce pourquoi il est connu en cosmologie, c'est encore autre chose. C'est dans les années 1940, donc Georges Gamow, au début tout seul, puis avec Edward Teller, et puis ensuite encore avec Ralph Alpher, qui est d'abord son étudiant, étudie la formation des noyaux à partir d'un état dense et chaud. Donc pour l'instant, ça ressemble un petit peu à ce que faisaient Bethe et Weizsäcker, sauf qu'ils comprennent qu'il faut prendre une formation hors équilibre. Donc, ils comprennent comme tout le monde qu'à l'équilibre, on ne peut pas avoir de formation importante de noyaux lourds, et du coup ils se disent c'est quelque chose de type explosion du coup. Au début de l'univers, il y a une période pendant laquelle l'univers évolue hors équilibre, et les noyaux peuvent se former comme ça au cours de cette explosion primordiale. Et ils font ça dans un cadre cosmologique, relativiste, c'est-à-dire que la manière dont l'univers évolue, ils le décrivent avec les lois de la relativité générale. Donc ils se placent dans le cadre de modèles cosmologiques, exactement comme on le ferait aujourd'hui. Donc eux, ils mettent vraiment tout ensemble, hein. Physique nucléaire et relativité générale, et du coup cosmologie. Donc c'est vraiment les premiers à faire ça. Entre parenthèses, Gamow, c'est vraiment un physicien nucléaire. Et les travaux qui vont être publiés sur ça, il va les publier dans des revues de physique nucléaire, pas dans des revues d'astronomie, pas dans des revues d'astrophysique. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ces travaux-là, du coup, ne seront pas connus des gens qui font de la cosmologie plus tard, notamment par ceux dont je vais parler tout à l'heure, la fameuse troisième vague que j'ai évoquée tout à l'heure. Et en 1948, par ailleurs, Ralph Alpher, et puis cette fois-ci aidé d'encore un nouveau compère, Robert Herrmann, réalisent que quand on décrit effectivement la formation des noyaux à partir d'un état dense et chaud, il y a du rayonnement qui s'échappe de ce processus-là, et du coup l'univers devrait être rempli d'un rayonnement thermique qu'on devrait éventuellement pouvoir observer aujourd'hui. Alors ce n'était pas complètement clair que ce rayonnement thermique ne serait pas noyé dans le rayonnement des étoiles, pour eux, mais en tout cas ils se sont posé la question et ils ont plusieurs fois dans leurs articles mentionné le fait que voilà, si leur modèle est correct, on devrait aujourd'hui observer autour de nous un rayonnement thermique omniprésent. Et la température de ce rayonnement serait de l'ordre de, ça c'est pas très bien déterminé, ça dépend de leur publication. Des fois ça peut être aussi bas que 3 ou 5 Kelvin, des fois aussi haut que 30 ou 50 Kelvin. Voilà. C'est quelque chose qui, à l'échelle de la Terre est froid, mais il y a un facteur 10 d'incertitude sur la valeur de cette température. Entre parenthèses, ce qu'on appelle température de l'univers, hein, c'est peut-être pas forcément une notion évidente, c'est la température du rayonnement. Hein. Si vous vous intéressez à la température d'un gaz, par exemple 1 litre de gaz à une température donnée, la physique statistique nous dit que c'est relié à l'agitation thermique du gaz, c'est-à-dire à la distribution des vitesses des constituants du gaz, aux vitesses des molécules, et donc aux énergies cinétiques des molécules. Et donc si vous allez voir dans le détail, chacune de ces molécules a une énergie cinétique différente, et la distribution de ces énergies cinétiques vous informe sur la température du gaz. Pour les photons, c'est pareil. Ils ont tous la même vitesse, mais ils n'ont pas tous la même énergie. Ça, c'est lié à leur fréquence. Hein. Et donc, la distribution des fréquences des photons dans un gaz nous permet de donner la température du gaz de photons. Donc, du coup, la température du rayonnement. C'est de ça quand on parle de température de l'univers. Et alors, il y a une anecdote assez amusante sur
sur la publication des résultats de Alpher et Gamow. Alors pas ceux sur le rayonnement, hein, ça c'est juste Alpher et Hermann, mais les résultats sur la formation des éléments lourds. Donc Gamow et Alpher savent qu'ils ont quelque chose ils ont un résultat important, et donc ils veulent publier un article. Et alors Gamow propose à Alpher de mettre comme nom en plus Hans Bethe. Alors Hans Bethe, qui n'a absolument rien fait dans le papier, qui n'est même pas au courant de ces travaux-là, qui ne connaît pas les travaux d'Alpher ni ceux de Gamow. Voilà. Alors Alpher, lui, il n'est pas très chaud pour ça, parce que donc, lui, ça va être un peu ses résultats de thèse. Donc il se dit, on va mettre un grand ponte là-dedans, Hans Bethe, tout le monde va croire que c'est lui qui a fait le boulot, donc il est plutôt contre. Georges Gamow passe outre l'avis de Alpher et effectivement envoie à l'éditeur de la revue un papier dans lequel apparaissent les noms de Alpher, Bethe et Gamow. Alors on pourrait se demander pourquoi. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi est-ce que effectivement Gamow a voulu rajouter le nom de Bethe? C'est un canular. En fait, c'est un jeu de mots. Voilà. Il se trouve qu'avec ces noms-là, ça ressemble à alpha, bêta et gamma. Voilà. Et donc ça faisait rire Gamow et ça le faisait suffisamment rire pour qu'il ait envie d'en faire une blague, comme ça, un canular, et effectivement de proposer le papier avec le nom de Hans Bethe. Alors il avait mis in absentia, hein, ce qui veut dire en l'absence de l'auteur, mais donc il avait envoyé ça comme nom. Alors il se trouve que l'histoire ne s'arrête pas ici, parce que cet article-là arrive sur le bureau de l'éditeur de la revue, parce que donc, il faut que l'éditeur donne son avis sur le papier, il l'envoie à un rapporteur qui donne son avis, puis l'éditeur décide oui ou non de publier l'article. Il se trouve que l'éditeur, c'est Hans Bethe. Donc Hans Bethe voit arriver cet article, signé à son nom, alors qu'il n'a pas la moindre idée de pourquoi il est dessus, sauf que bon, Bethe, il connaît Gamow, il voit très bien l'idée de la blague, et avec son stylo, paf, il barre simplement, non pas son nom, mais in absentia. Donc voilà, en gros, il dit à Gamow, ok, je veux bien faire partie de ta blague, mon nom sera dans le papier. Et du coup, cet article-là, il est maintenant universellement connu sous le nom de papier alpha, bêta, gamma. Voilà. Vous parlez à quelqu'un qui fait de la cosmologie du papier alpha, bêta, gamma, voilà, c'est celui-là. Donc voilà l'article. Et petite cerise sur le gâteau, cet article est paru le 1er avril 1948. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, ces travaux-là de Gamow vont être assez peu connus dans la communauté. Donc le fait qu'on puisse former des éléments, qu'on puisse former des noyaux lourds dans l'univers primordial, et puis la prédiction de Alpher et Hermann qu'il y ait un rayonnement relique du Big Bang, donc ça va être effectivement oublié. Alors 1948, c'est aussi une date qui est par ailleurs très importante dans l'histoire de la cosmologie, parce que c'est la date à laquelle a été proposée une autre théorie que celle qu'on appelle aujourd'hui théorie du Big Bang, c'est la théorie de l'univers stationnaire. Je vais en dire deux mots, et je vais surtout vous parler de Fred Hoyle, qui est une des personnes qui a proposé ce modèle. Et ça, c'est aussi un personnage haut en couleur, c'est aussi un personnage très intéressant, avec des facettes très diverses. Donc Fred Hoyle est un physicien anglais. Je vous invite à lire cette biographie qui est vraiment très, très bien faite, très intéressante, qui se lit très bien, voilà, par Simon Meaton, qui s'appelle A Life in Science. Je vais commencer par vous parler d'un premier fait de guerre important du point de vue scientifique pour Fred Hoyle. C'est le suivant. À l'époque, jusqu'aux années 1950, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on ne comprenait pas comment former le carbone, comment le carbone pouvait être formé dans l'univers. Donc il y avait bien l'idée qu'en mettant 3 noyaux alpha ensemble, ça pouvait peut-être faire un truc qui ressemble à du carbone, mais en fait non, l'entité que forment ces 3 noyaux alpha se désintègre spontanément, se disloque spontanément et ne forme pas de carbone 12. Fred Hoyle fait à l'idée suivante. Il imagine que le carbone pourrait avoir un état excité. Donc je vous rappelle qu'un carbone, c'est un ensemble de nucléons, ça on le comprend aujourd'hui. Voilà. Ces nucléons peuvent être dans différentes configurations, qui fait une configuration stable, paf, ça c'est le noyau stable, le carbone 12. Et si ces nucléons, ces mêmes nucléons, on les met dans un état d'énergie supérieur, ça donne un état excité du carbone. Bon. Et Fred Hoyle imagine que le carbone pourrait avoir un état excité avec une énergie qui est exactement celle que prendraient les 3 noyaux alpha qu'on met ensemble.
Je le dis autrement, vous prenez 3 noyaux alpha, vous les mettez ensemble, ça forme un composé. Si ce composé a une énergie qui correspond à un état excité du carbone, ben ça pourrait faire que les noyaux alpha forment cet état excité du carbone, puis cet état excité se désexcite pour former du carbone normal. Donc en fait, là, voilà, la formation du carbone 12 passerait par cet état excité du carbone. Alors c'est un scénario qui est assez hypothétique parce qu'on ne connaît pas à l'époque cet état excité du carbone. Plus précisément, quand on étudie le carbone, on ne voit pas cet état excité. Donc voilà, ça peut sembler un peu bizarre. Et d'ailleurs, quand Fred Hoyle, en 1953, va voir ses collègues expérimentateurs pour leur proposer d'aller chercher en accélérateur cet état excité, ses collaborateurs, là, ses expérimentateurs, lui rient au nez, lui disent « Non, mais ça va pas, ça n'existe pas ton truc ». Les gens dont je suis en train de parler, là, les expérimentateurs, c'est les gens de Caltech. À l'époque, Fred Hoyle, il est à Caltech. Et il se trouve qu'à Caltech, il y a un laboratoire de physique nucléaire qui s'appelle le Kellogg Radiation Laboratory, avec des physiciens nucléaires qui font des expériences et qui font des mesures, par exemple, de noyaux excités. Entre parenthèses, le mot Kellogg, là, ça vous dit quelque chose ? Probablement oui, hein, Kellogg, c'est le nom qui est associé à ça. Voilà, c'est associé à une grande marque de cornflakes notamment. Ce n'est pas un hasard. En fait, la personne qui a fondé cette entreprise, M. Kellogg, ils étaient les deux frères Kellogg, ont, dans les années 30, construit, disons, largement aidé à financer un laboratoire qui était le Kellogg Radiation Laboratory, qui était un laboratoire qui permettait de produire des rayons X pour traiter et pour étudier les traitements du cancer, en fait. Donc c'était une œuvre philanthropique, voilà. Ce laboratoire existe encore aujourd'hui, a évolué pour faire de la physique nucléaire, et donc le laboratoire ici dont je suis en train de parler, c'est vraiment celui-là. Bon. Et donc Fred Hoyle va voir ses collaborateurs, notamment Fowler, et si vous voulez lire l'histoire que je suis en train de raconter, vous pourrez aller voir ça là, l'histoire racontée par Helge Krag, encore lui, hein, voilà. Cette fois-ci, c'est un article de revue que je vous invite aussi à lire, il est vraiment très chouette ce papier. Et donc l'histoire, c'est la suivante. Fred Hoyle, lui est convaincu qu'il a découvert, grâce au calcul, un état excité du carbone. Bon. Il va voir Fowler, un expérimentateur du Kellogg Radiation Laboratory, qui lui rit au nez et qui lui dit « Non mais attends, c'est bon, nous on est expérimentateurs, on connaît bien ça. Toi, c'est juste parce que voilà, ça t'arrangerait pour former du carbone dans l'univers que ce truc existe, mais c'est pas parce que ça t'arrange que c'est le cas, quoi. On l'aurait déjà vu et tout. » Fred Hoyle insiste, Fowler dit non. Fred Hoyle va voir les assistants de ce laboratoire, va voir un peu tout le monde en demandant s'il n'y a pas des gens qui pourraient de côté lui faire des expériences et tout. En fait, il pourrit tout le monde, quoi. Voilà, il est juste insupportable, il veut absolument que les gens fassent cette expérience. Ça commence à taper un peu sur les nerfs à tout le monde, et puis Fowler en plus commence à se dire, non mais là en plus, bon, si jamais il a raison, et qu'on passe à côté, c'est quand même super dommage. Il se réunit avec ses collègues et il décide finalement effectivement de faire l'expérience. Donc ça demande quand même de réorganiser pas mal de matériel, il y a vraiment des trucs très lourds à bouger d'une pièce à l'autre, voilà, il faut changer pas mal de choses, mais il décide de le faire, de jouer cette carte-là, de tenter sa chance. Les expériences prennent 3 mois et, vous l'avez probablement deviné, effectivement, il voit cet état excité du carbone. Donc il découvre un état qui avait été inventé, entre guillemets, par Fred Hoyle pour résoudre un problème cosmologique. C'est quand même assez fort, hein, du point de vue épistémologique. Voilà, Fred Hoyle a prévu un truc par le calcul et Fowler et ses collaborateurs le voient effectivement. Et alors ce qui est un peu surprenant, c'est que pendant les 3 mois que met cette expérience, Fred Hoyle, lui, il est déjà passé à autre chose. Et en gros, quand Fowler découvre, effectivement, mesure cet état excité, Fred Hoyle ne se manifeste pas vraiment, il ne pousse pas des cris de joie, c'est normal, quoi. Oui, il le savait de toute façon. Bon. Donc voilà, Fred Hoyle, c'est la personne notamment qui a réussi cet exploit. Alors j'ai parlé tout à l'heure du papier alpha, bêta, gamma, il y en a d'autres, des articles comme ça qui sont connus par des initiales. Vous en avez un autre comme ça associé à la formation des noyaux lourds qui s'appelle B2FH pour les 2B, c'est pour les 2 Burbridge. Vous avez Fred Hoyle et vous avez William Fowler. Donc du coup, vous voyez encore Fowler qui réapparaît ici.
Donc un papier aussi extrêmement important. Et là, c'est pareil. Si vous parlez du papier B2FH à des cosmologues, ils vont comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Donc voilà, ça c'est Fred Hoyle. Fred Hoyle, c'est aussi un auteur de science-fiction. Donc il écrit, par exemple, The Black Cloud ou A for Andromeda. Ce sont des ouvrages de fiction, hein, donc ce n'est pas des ouvrages de vulgarisation. Cependant, dans ces livres-là, Fred Hoyle met des éléments de science qu'il connaît, mêle parfois des descriptions d'appareils scientifiques qu'il connaît ou qu'il a vus, voilà. Il expose aussi de temps en temps sa vision de l'univers de la science, donc c'est assez intéressant à lire tout ça. Mais ça reste c'est des œuvres de fiction, hein. C'est pas non plus de la propagande pour ses idées scientifiques, ni de la vulgarisation scientifique. Et alors, donc la raison pour laquelle je vous parle de lui, c'est qu'en 1948, Fred Hoyle propose une autre théorie que celle d'un univers en expansion à partir d'un événement singulier, donc ce qu'on appellerait plus tard le Big Bang. Donc ça, lui, il appelle ça la théorie de l'univers stationnaire. Alors, j'insiste tout de suite sur le fait qu'il s'agit d'un univers stationnaire, mais pas d'un univers statique. Fred Hoyle accepte l'expansion de l'univers comme tout le monde. On observe que l'univers est en expansion, ça, il n'y a aucun souci sur ça. En 1948, tout le monde est d'accord avec ça. Voilà. C'est un univers qui est stationnaire dans un autre sens. Cette idée, il va la développer avec deux collaborateurs, Thomas Gold et Hermann Bondi, alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que ces deux-là vont développer l'idée de leur côté. Fred Hoyle va, lui, la développer du sien. Donc, il y aura deux théories de l'univers stationnaire. Mais ces trois personnes ont vraiment passé beaucoup de temps ensemble, ont beaucoup discuté. Et ces deux théories-là sont le résultat de discussions à trois, en fait. Et alors, ça serait parti, d'après eux, hein, ça c'est eux qui le racontent, ça serait parti d'une soirée passée au cinéma. Comme je l'ai dit, ces trois personnes passaient du temps ensemble, elles allaient notamment au cinéma ensemble, et elles étaient allées voir ce film de 1945, Dead of Night, qui raconte un rêve. Et alors c'est une histoire qui est construite dans le film de manière cyclique, et en sortant du cinéma, nos trois compères, là, Hoyle, Bondi et Gold, réalisent que en fait, ce film, quelqu'un qui arrive à n'importe quel moment du film, il peut le voir la fin du film, repartir au début et revoir le film jusqu'au moment où il est entré dans la salle, et ça aura un sens pour lui. En fait, c'est une sorte de film perpétuel, et qu'on soit à n'importe quel moment du film, ça peut avoir du sens, en fait. Et ils se disent, tiens, est-ce qu'on ne vit pas dans un univers de ce type-là, finalement ? On a l'impression d'un univers qui est en pleine évolution, voilà, qui est en expansion. Certes, l'univers est en expansion, mais est-ce que c'est incompatible avec un univers qui ressemblerait à la même chose pour tout observateur à n'importe quel moment? Donc un univers qui serait toujours le même, qui serait stationnaire dans le sens où il serait toujours le même. Ça, c'est ce que Fred Hoyle appelle le principe cosmologique parfait. L'univers serait le même partout, dans toutes les directions et surtout à tous les instants. Alors, principe cosmologique parfait, ça fait allusion à principe cosmologique. Ça, c'est quelque chose qui avait été introduit par Albert Einstein en cosmologie. Le principe cosmologique, c'est le fait qu'on vit dans un univers qui est homogène, c'est-à-dire partout le même, et isotrope. Donc, la physique est la même, qu'on regarde l'univers a la même apparence, qu'on le regarde dans toutes les directions. Voilà, donc ça, c'était le principe cosmologique tout court. Enfin, on ne l'appelle pas principe cosmologique tout court, mais voilà, c'est le principe cosmologique. Le principe cosmologique parfait, pour Fred Hoyle, on ajoute le fait qu'en plus, il est le même à tous les instants. Et Fred Hoyle en fait une théorie qui est relativiste, hein, comme tous les autres, comme Lemaître avant, comme Friedman, comme De Sitter, comme Einstein, il se sert de la relativité générale en ajoutant l'hypothèse qu'il y a une invariance avec le passage du temps, l'univers est tout le temps le même. Et alors ça semble contradictoire avec le fait que l'univers est en expansion, parce qu'on se dit si l'univers est en expansion, il se dilue. Donc il y a une chose qui n'est pas la même tout le temps, c'est la densité de matière dans l'univers. Quelqu'un qui viendrait 1 milliard d'années après moi, il verrait un univers moins dense qu'aujourd'hui. Alors pour résoudre ça, Fred Hoyle imagine qu'il y aurait dans l'univers de la création continue de matière. Donc à chaque instant, on aurait de temps en temps de la matière qui serait créée par-ci, par-là, pour contrebalancer la dilution due à l'expansion. Et il le fait alors d'une manière qui d'une part est quand même très très faible, qui est très discrète. Ça correspondrait à quelques atomes par mètre cube et par million d'années. Donc ça déjà, ça répond à une première objection qui est qu'on ne voit pas aujourd'hui dans notre monde de création continue de matière. On ne la voit pas parce que simplement à ce taux de création-là, c'est simplement
absolument impossible à détecter. Vous prenez 1 mètre cube, vous faites le vide le plus parfait que ce qu'on arrive à faire aujourd'hui en laboratoire, vous avez énormément de molécules là-dedans, et si tous les millions d'années un atome s'ajoute du fait de ce phénomène-là, eh ben, vous n'allez simplement pas le voir. Bon. Donc première chose, ça explique le fait qu'on ne l'ait pas vu aujourd'hui. Par ailleurs, la notion de création de matière, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. Il y a plusieurs moments dans l'histoire où ça a été introduit. Alors ça a été proposé, par exemple, par 1937, par quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, par Paul Dirac, qui a proposé donc, que dans notre univers, on ait effectivement création continue de matière. Lui, c'était pour des raisons qui étaient vraiment différentes. Je vous invite à aller lire cet article-là, hein, qui doit faire 1 page ou 2 de mémoire, qui est vraiment très court, voilà. Et il expose là-dedans des arguments pour lesquels, selon lui, il devrait y avoir création continue de matière. Alors, il se trouve que Fred Hoyle était l'étudiant de Paul Dirac, hein, donc il a été aussi exposé à cette idée-là. C'est peut-être aussi pour ça que ça lui semblait pas une idée complètement délirante. Cette idée de création continue de matière, elle a tendance à crisper un peu les esprits. Elle le fait à l'époque, elle le fait encore aujourd'hui, parce que ça viole quelque chose, ça viole une loi de conservation qu'on estime un peu sacro-sainte. Bon. Fred Hoyle, de ce point de vue-là, il fait œuvre, à mon avis, d'ouverture d'esprit. En fait, il se libère de la conservation de la matière, et surtout, il l'inscrit dans une théorie relativiste, c'est-à-dire qu'il ne dit pas juste il y a de la matière qui se crée voilà, de temps en temps et puis ça permet de sauver les apparences. Non, non, ce qu'il fait, c'est qu'il ajoute un terme dans l'équation d'Einstein qui décrit son univers cosmologique. Et ce terme, il est effectivement, c'est lui qui est responsable de la création de matière. Et donc, ce qu'on appelait avant conservation de l'énergie est remplacé par quelque chose d'un peu plus général qui prend en compte ce terme en plus rajouté par Fred Hoyle. Mais voilà, il ne fait pas n'importe quoi. Hein. Cette création, cette théorie de l'univers stationnaire, ce n'est pas juste un délire d'essayer de faire autre chose que les modèles du Big Bang. Bon. Fred Hoyle va aussi, à partir de ce moment-là, mener une carrière de vulgarisation importante à la BBC. Il va être invité pour parler de sciences, de physique, d'astronomie. Et il va faire plusieurs choses. Il va vraiment contribuer à attirer des jeunes vers l'astronomie. Quand il parle à la BBC, il parle de beaucoup de choses. Il ne parle pas seulement de son modèle à lui, du modèle de l'univers stationnaire. Il le fait des fois un petit peu, mais il ne fait pas que ça. Il parle aussi de choses beaucoup plus conventionnelles, on va dire. Et vous avez plusieurs scientifiques qui vont mener des carrières importantes en astronomie, qui disent avoir été amenés à ça grâce aux écrits de Fred Hoyle. Hein. Quelqu'un qui aujourd'hui jouerait ou a joué ce rôle-là, ça serait Hubert Reeves. Hein. Vous avez des gens qui aujourd'hui font de la science parce qu'ils ont lu Hubert Reeves. Ben voilà, à l'époque, vous avez des gens qui ont lu ou qui ont assisté, entendu des conférences de Fred Hoyle. Bon. Et alors, c'est au cours d'une de ces conférences à la BBC que Fred Hoyle va employer pour la première fois le terme Big Bang. Donc c'est un peu ironique, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas favorable au modèle du Big Bang, qui en fait va employer ce mot-là. Parce que simplement, il décrit effectivement le modèle concurrent, il a besoin d'un mot, donc ce qui lui vient en tête, c'est Big Bang. Big Bang, ça veut dire le gros boom, la grosse explosion, voilà, et il a besoin à un moment d'un terme pour décrire ça, et ce qui lui vient naturellement aux lèvres, c'est le mot Big Bang. Et alors, on entend des fois, quand des gens racontent cette histoire, dire que Fred Hoyle aurait employé ce mot avec mépris ou par dédain, voilà, à l'occasion d'une émission à la BBC. Non, c'est pas vrai, hein, c'est pas du dédain. Il était certes opposé à la théorie du Big Bang, mais il était certainement pas dédaigneux vis-à-vis de ça. Il était très appuyé sur ses positions pour défendre son modèle à lui, mais il n'était pas spécialement méprisant vis-à-vis de ses adversaires scientifiques. Donc je vous invite du coup à aller voir encore un article de devinez qui, Helge Krag, qui s'appelle Naming the Big Bang, qui aborde précisément ce point-là. Et alors, à ce propos-là, je vous invite vraiment à lire, enfin, je vous invite tout le temps à lire des bouquins, donc vous en avez marre, mais bon, là, celui-là, s'il y en a que, celui-là, il fait vraiment partie du top 5 de ceux qu'à mon avis, vous devez retenir. Ce livre, La Cosmology and Controversy, moi, c'est le premier que j'ai lu de Helge Krag, celui qui m'a vraiment fait découvrir cet auteur, et cet ouvrage est entièrement dédié à la controverse entre les partisans du modèle
de l'univers stationnaire et ceux du modèle du Big Bang, donc entre 1948 et 1965 en gros. Et voilà, ça rentre vraiment dans le détail de la controverse, mais du coup ça rentre aussi dans le détail de l'histoire de la cosmologie. Et voilà, ça vous montre essentiellement ce que j'ai raconté dans les 2 derniers cours. Il y a beaucoup de choses que j'allais dire qui sont racontées là-dedans. Oui, il y a des choses, pas mal de choses que je suis allé chercher en fait là-dedans, parce que c'est là-dedans qu'elles sont le mieux décrites, là-dedans que je les ai trouvées le mieux décrites. Et un autre ouvrage de ce même auteur où il décrit plusieurs théories ratées, révolutions ratées, il appelle ça, du XXe siècle, et dont l'une d'entre elles, c'est effectivement la théorie de l'univers stationnaire. Donc il y a aussi un chapitre dans ce second ouvrage qui est aussi dédié à ça. Et alors quand même, ce qui est assez étonnant sur cette théorie de l'univers stationnaire, on va voir tout à l'heure qu'elle a été mise à mal en 1965, plus précisément en 1965, on a découvert quelque chose qui est explicable très simplement dans le cadre du modèle du Big Bang, mais qui ne tient pas la route en gros dans le cadre du modèle de l'univers stationnaire. Bon, et du coup, l'univers stationnaire est à partir de ce moment-là considéré comme une théorie morte. Bon. Mais elle a quand même été là pendant 15 ans, voilà, presque 20 ans. Et c'est quelque chose qui est très mal connu des cosmologistes. Moi, on ne me l'a jamais appris à l'école. On me l'a mentionné comme un truc rigolo et dont on pouvait un peu se moquer, voilà, quand on m'a fait des cours de cosmo, mais jamais comme un truc sérieux et qui épistémologiquement tenait la route. Ben, voilà, c'est le cas en fait, ça tient la route. Et c'est vraiment un épisode passionnant de l'histoire de la cosmologie. Et à mon avis, incontournable. Ça semble difficile de comprendre tout ce qui s'est passé à cette époque-là si on ne prend pas en compte Fred Hoyle et ses acolytes. Alors, dernière étape dans ce voyage dans la conception du Big Bang, ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Et donc, je vous ai tout à l'heure mentionné le fait que voilà, le maître voyait dans les rayons cosmiques une des reliques de l'événement initial qui justifiait son modèle. Bon. En fait, c'est pas le cas. Son modèle, de toute façon, va être oublié. L'histoire se répète avec Alpher et Hermann. Je vous ai mentionné aussi tout à l'heure qu'ils avaient prédit l'existence d'un rayonnement fossile de quelques degrés Kelvin, dont la température était mal connue, mais entre en gros 5 et 50 Kelvin. Pareil, ça va être un petit peu oublié, pas par tout le monde, mais ça va être essentiellement oublié. Et je reprends ici l'histoire en 1965 avec 2 nouveaux personnages dans notre histoire, Robert Dicke et James Peebles. Robert Dicke s'intéresse à la relativité générale, à la gravitation. Il est connu à l'époque, en 1965, pour avoir mis au point une sorte d'alternative à la relativité générale, quelque chose qui en fait rend la relativité générale encore plus générale. Ça s'appelle la théorie de Brans-Dicke. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais voilà, il ajoute des choses dans la théorie et il cherche des moyens de tester cette extension de leur théorie de Brans-Dicke. Et une des manières de faire ça, c'est de faire de la cosmologie. Et du coup, il étudie la cosmologie prédite par sa nouvelle théorie. Et c'est par cette voie-là, du coup, qu'il arrive à la cosmologie. Il a eu un moment comme étudiant James Peebles, qui est un physicien qui est encore vivant, qui travaille encore, qui est encore actif. En 1965, Robert Dicke s'aperçoit que dans les modèles de cosmologie qu'il est en train d'étudier, on a un rayonnement relique qui pourrait avoir été émis et qui pourrait être observable encore aujourd'hui. Et il se pose la question de, voilà, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'effectivement ça peut être visible? Donc il confie une partie de cette étude à James Peebles. Et en 1965, effectivement, James Peebles s'aperçoit que oui, effectivement, il pourrait y avoir un rayonnement. Et ce qui est nouveau par rapport à leurs prédécesseurs, là, par rapport à Gamow et tout ça, c'est qu'eux, ils vont vraiment essayer de le voir, ce rayonnement. Ils voient que c'est un rayonnement qui fait quelques Kelvin, donc ça leur donne une idée de la fréquence typique du rayonnement qu'on devrait pouvoir observer, et donc du type d'appareil qu'il faut pour faire ça. Du coup, ce sont des micro-ondes, donc c'est des détecteurs à micro-ondes qu'il faut pour détecter ça. En 1965, la technologie des détecteurs à micro-ondes commence à être bien rodée. Je vous rappelle que les micro-ondes, c'est ce qui permet de faire des radars. Donc tout le développement des radars pendant la Seconde Guerre mondiale et après, ça se répercute sur des avancées dans la manière de détecter les micro-ondes, en particulier donc, du coup, dans la radioastronomie. Donc c'est pas un hasard si la radioastronomie, ça décolle vraiment à ce moment-là. Et donc Dicke se rend compte qu'à ce moment-là, on a effectivement les outils
on a les moyens technologiques pour essayer de détecter ce rayonnement de fond qui serait le relique de l'univers primordial. Donc ils s'acoquinent avec des expérimentateurs et ils commencent à monter sur le toit de leur labo une expérience pour détecter ce rayonnement de fond. Pendant ce temps-là, en février 1965, James Peebles soumet un article dans lequel il expose cette idée d'un rayonnement fossile micro-ondes. Voilà. Je mentionne cette soumission d'article parce que ça va jouer un rôle dans la suite. Par ailleurs, deux personnes, Robert Wilson et Arno Penzias, à la même époque, travaillent au laboratoire Bell. Ce sont des scientifiques, ce sont des radioastronomes qui, du coup, utilisent des instruments qui permettent de détecter des ondes radio. Et il se trouve que la société Bell fabrique des détecteurs et des émetteurs radio, donc ça les intéresse de savoir comment c'est utilisé. Et en fait, ils emploient un certain nombre de physiciens, voilà, et Robert Wilson et Arno Penzias font partie de cela. Et donc ce qu'essayent de faire à ce moment-là Penzias et Wilson, c'est d'utiliser des antennes pour faire de la radioastronomie et pour détecter les ondes radio qui viennent de différentes régions du ciel. C'est ça la radioastronomie. Pour ça, ils ont une espèce de grand cornet, là, une grande antenne, qui permet de focaliser les ondes vers la cabane dans laquelle il y a un détecteur, et voilà. Alors avant de faire de la radioastronomie, ils ont besoin de calibrer leur appareil, de bien le connaître, et surtout d'enlever le bruit de fond. Une des premières choses qu'ils essayent de faire, c'est d'identifier, ou si possible d'éliminer, le bruit de fond de leur appareil, c'est-à-dire en pointant l'antenne dans une direction quelconque, une direction par exemple où il n'y aurait pas de source radio dans le ciel, et bien de s'assurer que la quantité de signal qu'on reçoit elle est minimale ou au mieux qu'elle soit nulle. Voilà. Or, ils s'aperçoivent que quelle que soit la direction dans laquelle ils pointent leur antenne, eh ben, il y a un bruit de fond, ils voient un signal, en fait ils voient quelque chose, ils mesurent quelque chose qui ne dépend pas de la direction dans laquelle ils pointent l'antenne, et avec une intensité qui est assez peu compatible pour eux avec du bruit électronique et tout ça. Ils ne comprennent pas en fait ce signal. Voilà. Alors, ils essayent pas mal de choses. Ils s'aperçoivent notamment à un moment qu'il y a des pigeons qui sont venus nicher dans leur antenne. Donc, ils se disent, bon, bah, c'est les pigeons qui mettent le bazar dans l'expérience. Donc, hop, ils y vont, ils délogent les pigeons. Ensuite, ils s'aperçoivent que les pigeons, bah, ils ont mis des crottes de pigeons partout. Donc, il faut qu'ils nettoient la crotte de pigeon dans l'appareil. Bon, vous voyez, c'est passionnant hein, comme métier, radioastronome. Hein, c'est le rêve. Donc, effectivement, ils vont nettoyer la crotte de pigeon. Ils vont se débarrasser des pigeons. Et même quand toutes ces précautions sont prises, eh ben, il n'y a rien à faire, il y a toujours un bruit de fond qui est là. Voilà. Et ils n'arrivent pas à l'identifier. Là, vous avez une image par les auteurs de Cosmicomic de cette même antenne. Et alors, ce qui se passe, c'est que Penzias discute de tout ça dans son entourage. Il y a quelqu'un qui a assisté à une conférence où Peebles a parlé de ce rayonnement de fond. Et donc, du coup, cette personne intermédiaire parle à Penzias de l'article de Peebles, et du coup, Penzias, effectivement, appelle Robert Dicke, du coup, qui est le chef de Peebles, et appelle au téléphone, et lui dit, bah voilà, et lui explique le truc, on a un rayonnement de bruit de fond, avec telle caractéristique, on ne comprend pas ce que c'est, apparemment, vous avez peut-être une meilleure idée. Et là, quand Dicke reçoit le coup de fil, bah, il est un peu estomaqué, donc il y a notamment Peebles qui est là, et Dicke, en entendant ça, aurait dit bon bah là les gars, on s'est fait doubler. Voilà. We've been scooped. Et donc effectivement, il réalise que bah, c'est plus la peine que. Enfin, l'expérience qu'il voulait faire d'essayer de détecter ce rayonnement de fond, bah, elle est devenue presque caduque, puisque d'autres l'ont fait. Du coup, Dicke et Peebles vont aller voir Wilson Penzias, discutent, effectivement il n'y a aucun doute, ils expliquent à Wilson et Penzias ce qu'ils ont vu. Ils envisagent la possibilité de publier leurs résultats ensemble, du coup, et puis finalement ils se décident autrement. Ils décident que Wilson et Penzias feront un article qui décrit simplement les observations, voilà, tandis que Peebles et Dicke feront un article où ils expliquent, ils interprètent ça avec la cosmologie. Pour ça, Robert Wilson et Arno Penzias auront le prix Nobel en 1978 pour cette découverte. Alors on peut se demander pourquoi Dicke et Peebles, eux, n'ont rien eu, parce qu'on peut se dire, bah, ils avaient prévu finalement quand même le phénomène, hein, donc ils bossaient là-dessus, voilà. Ils n'ont pas été complètement inactifs dans l'histoire non plus, ils avaient commencé à faire leur appareil. Alors vous imaginez bien que Dicke et Peebles n'ont pas jeté leur appareil à la poubelle après cette mesure-là. En fait,
L'appareil qu'ils étaient en train de mettre au point avant qu'il se fasse doubler, là, ben, il était prévu pour observer une longueur d'onde légèrement différente de celle de Penzias et Wilson. Donc ils ont fait leurs mesures à une longueur d'onde différente et ils ont effectivement confirmé le résultat de Wilson et Penzias. Donc voilà, ça donnait d'autant plus de poids à ce résultat. Donc ils ont quand même contribué aussi à cette découverte du rayonnement de fond. Bon. Une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas eu le prix Nobel, c'est peut-être parce que simplement, ce n'est pas eux les premiers qui ont eu cette idée-là. Je vous ai dit tout à l'heure que Alpher et Hermann avaient eu la même idée. Et en fait, ça, on va vite leur mettre le nez dedans. Hein. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'en février 65, Peebles soumet son article sur le rayonnement de fond, la prédiction du rayonnement de fond à une revue. Mais en fait, il se trouve que l'éditeur de la revue, lui, connaissait les travaux de Alpher, Hermann et Gamow et tout ça, et lui dit rejette le papier en fait, en disant bah oui c'est pas mal, mais en fait ça a déjà été fait votre truc quoi. Allez voir les articles de un tel. Bon. Donc voilà, Peebles sait qu'il n'est pas le premier finalement à avoir découvert ça. Alors ce qui est un peu bizarre, c'est que du coup Peebles et Dickey vont effectivement citer des gens pour avoir déjà eu cette idée-là avant, mais ils ne vont pas citer les bons papiers en fait. Ils vont citer Gamow notamment, alors que Gamow n'a absolument rien à voir dans cette prédiction du rayonnement de fond cosmologique. Alors un mot final sur cette histoire-là, cette découverte du rayonnement de fond cosmologique, c'est quand même un coup fatal à la théorie de l'univers stationnaire. Enfin, là je dis de manière négative, hein. Donc c'est un coup fatal à cet univers stationnaire. Après il y a très peu de gens qui vont continuer à croire à cette théorie-là et à l'explorer. Dit de manière positive, c'est quand même un formidable succès des théories du Big Bang, du coup, hein. C'est un argument très fort pour dire que l'univers, dans son passé, était dans un état très dense et très chaud, au cours duquel se seraient formés les noyaux qu'on connaît aujourd'hui. Alors quand on va voir ce que dit Robert Wilson de tout ça, quelques temps après, lui, il n'est pas spécialement convaincu, en fait. Hein. Donc voilà ce que dit Wilson un peu plus tard. Donc on l'interviewe sur ses sentiments par rapport à ce qui s'est passé. Hein. Bon, j'imagine quand vous êtes prix Nobel, on vous demande souvent votre avis sur comment tout ça s'est passé. Donc voilà ce que répond Wilson. Oui, bah, on était effectivement content d'avoir une réponse hein, à la question c'était quoi ce bruit de fond qu'on observait, mais on était un peu tous les deux distants de la cosmologie. Moi, j'avais pris mes cours de cosmologie avec Hoyle à Caltech et j'aimais vraiment beaucoup la théorie de l'univers stationnaire et philosophiquement, je suis encore attaché à cet univers. Je pense qu'Arnaud et moi, tous les deux, on avait le sentiment que c'était chouette d'avoir une explication, mais qu'il aurait aussi bien pu y en avoir d'autres, qu'il pourrait y en avoir d'autres. Donc vous voyez qu'eux, ils restent attachés finalement à cette théorie qui aurait été finalement démolis par leurs observations à eux. Voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Ça sera clos la naissance de la théorie du Big Bang, on va dire. Et à partir de là, donc ce que je vais faire la prochaine fois, c'est que je vais m'intéresser à la période vraiment moderne, c'est-à-dire vous parler de la cosmologie à partir de ce moment-là.